Rebonjour à tous. C'est le moment de poursuivre cette deuxième partie de la journée. Une portion de la journée qui est tout aussi excitante, sinon plus que la première. Donc, je vous invite, vous qui êtes dans la salle à côté, à venir nous rejoindre, prendre place afin que nous puissions tout de suite débuter. À vous, virtuellement, à la maison, salut, j'espère que vous avez mangé un super bon repas. Ici, je dois le souligner, l'effort qui a été fait de la part du chef et de l'équipe ici au centre à Drummondville, Cogeco, Centre Expo Cogeco à Drummondville, pardon, je veux bien dire les choses. Un repas 100% local et ça, c'est vraiment le fun de voir que dans un contexte de rassemblement, un contexte de congrès, on est capable de le faire. On en a la preuve ici à Drummondville aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au chef et son équipe, tout le monde? Oui. Bravo. Merci. Puis, vous, à la maison, j'espère que vous avez mis le Québec dans votre assiette parce qu'on le sait, le Québec, ça goûte juste vraiment bon. Pendant le repas, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, en fait, on vous a lancé quelques questions pour stimuler aussi la discussion parce que, vous le savez, ces journées autour de la politique bioalimentaire, c'est pour stimuler des discussions, pour arriver avec des résultats, des suggestions, des exemples très, très concrets pour vous aider, vous, dans votre vie de tous les jours aussi, parce que vous êtes les acteurs de cette belle industrie de l'alimentaire du Québec. Donc, je vais me permettre de partager avec vous certaines réflexions que vous avez partagées avec nous, certains exemples que vous avez partagés avec nous. On a posé 2 questions. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre entreprise, dans un contexte justement où on veut attirer davantage la jeune clientèle? Je dis la jeune clientèle, mais les jeunes entrepreneurs, les jeunes employés aussi, la jeunesse, pour nous permettre de faire vivre cette belle ce Québec, amener le Québec vers l'avenir aussi, évidemment. Donc, premièrement, vous avez parlé d'une fierté d'avoir une équipe motivée et engagée. La motivation vient avec un haut taux d'engagement. Ce sont des exemples très, très concrets que vous avez partagés avec nous. Donc, cette fierté d'avoir l'équipe motivée et engagée. Fierté aussi de l'impact positif que vos entreprises ont soit d'un point de vue très, très local, c'est-à-dire l'impact sur l'économie locale, mais aussi sur le tourisme, les retombées économiques aussi, les créations d'emplois, ça, c'est source de fierté pour beaucoup d'entre vous dans l'industrie agroalimentaire. Fierté aussi pour, pardon, on a parlé, oui, de l'impact positif, notamment sur le tourisme. Autre question, pour attirer, garder les jeunes et moins jeunes, évidemment, impliqués et motivés dans vos projets, dans vos entreprises, dans vos organisations. Que faites-vous? Bien, vous avez répondu en grand nombre. Ce qui est ressorti le plus de vos réponses, implication des jeunes dans la prise de décision. Je pense qu'on a beaucoup entendu ça aujourd'hui dans les différents panels de discussion, mais encore une fois, vous qui travaillez avec ces jeunes dans l'industrie, vous nous démontrez à quel point c'est important d'impliquer les jeunes dans la prise de décision. Par exemple, on nous a donné des exemples comme nommer une relève au conseil d'administration. Ça motive les jeunes, ça. La gestion horizontale, les consultations avec les jeunes aussi, et considérer les employés comme des partenaires. Ça aide beaucoup à garder les troupes motivées. Autre réponse qui est revenue aussi beaucoup, des conditions de travail avec plus de souplesse, plus de flexibilité, de la diversité dans les tâches et aussi permettre le télétravail, cette nouvelle réalité qui nous frappe tous de plein fouet. La reconnaissance est ressortie aussi fortement, ainsi que le mentorat, l'accompagnement et la formation continue. Donc, voyez-vous, tout plein d'outils ici, tout plein d'exemples pour vous motiver, vous aussi, à mettre de l'avant ces initiatives dans vos entreprises, dans vos organisations. J'espère que vous vous aurez vous serez inspirés, par ces belles réponses. Bien, merci à vous d'avoir pris le temps de participer. Donc, avant de présenter le prochain invité, je vous rappelle d'explorer, de vous amuser avec la plateforme virtuelle. Je sais que déjà à la maison, vous le faites très, très bien. Ici, dans la salle, je vous rappelle encore une fois de garder le son de vos appareils fermés, mais ne les cachez pas parce qu'on veut quand même vous voir. Je vais encore vous poser des questions parce que vos réponses sont tellement pertinentes, sont tellement intéressantes. C'est source de discussion aussi. Ce sont des réponses qui motivent les discussions ici aujourd'hui, encore une fois. Donc déjà, nous avons des participants en tête de liste pour être de super utilisateurs, utilisatrices de la journée. Encore une fois, belle façon avec Chime Live
c'est une façon innovante, tiens, je vais le dire comme ça va mettre la table pour notre prochain invité, innovante de réseauter entre vous, que vous soyez ici physiquement à Drummondville ou virtuellement. Parlant d'innovation, le lien. Le prochain conférencier vient nous parler d'innovation et de perspective au Québec. Il est nul autre que l'innovateur en chef, directeur général du Conseil de l'innovation du Québec et le président fondateur du conseil d'administration d'Axelis, la société de valorisation de la recherche publique au Québec. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissons fortement Monsieur Luc Sirois. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien jusque dans le fond, mesdames et messieurs? Ah ouais, c'est extraordinaire. Écoutez, je suis vraiment, vraiment heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un privilège de pouvoir être avec des gens qui sont, moi, je le sais, super innovants. Je le sais parce que j'ai le plaisir d'aller sur le terrain rencontrer les gens dans toutes les régions du Québec. On parlait de mon passage, évidemment, aux îles de la Madeleine comme vacancier de temps en temps, puis aussi pour le travail, le tour de la Gaspésie, nos histoires de neige au centre du Québec, partout en Montérégie. Puis vous savez quoi? L'innovation dans le secteur de la production agroalimentaire, l'innovation dans la création de nouveaux produits et services, la productivité, l'intégration des technologies. Moi, j'ai été estomaqué de voir comment partout au Québec, des gens comme vous, des partenaires du secteur bioalimentaire, lèvent la barre. Lèvent la barre pour toutes sortes de raisons. Lèvent la barre, je vais sauter tout de suite dans lève la barre de la productivité. Vous allez voir, là, j'espère que vous avez mangé bien du dessert pour avoir du sucre en masse parce qu'on va parler beaucoup de données, d'économie. Êtes-vous en forme? Êtes-vous capable d'en prendre? All right. La question de la productivité, c'est une question qui nous pince le cœur au Québec. Monsieur Legault en parle souvent dans les forums économiques. Ça n'a pas de bon sens qu'au Québec, on génère moins de richesses par heure travaillée, par travailleur qu'ailleurs au Canada. Puis le Canada, c'est pas l'exemple à suivre. Le Canada est à la traîne de d'autres nations. Fait que nous, on soit dans le milieu du peloton, puis qu'on soit juste en avant des provinces maritimes, c'est pas la place à être. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable, nous, d'être aussi bien payés pour le travail que l'on fait, d'être obligé de vendre moins cher que les autres pour le travail qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça l'innovation. De fermer ce gap-là, c'est 11 milliards de plus en revenus pour payer nos systèmes de santé, pour éduquer nos enfants, pour prendre soin de nos personnes âgées, pour boucher nos nids de poules, pour prendre soin de nos gens. C'est ça le défi de la productivité. C'est pour ça que c'est important d'être innovant. Parce que là, on ne parle pas de travailler plus fort, on ne parle pas de travailler plus, on parle de créer plus de richesses grâce à l'innovation, grâce à nos bonnes idées, grâce à nos gens qui font les choses de façon futée. C'est ça l'innovation. Mais ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de défi de société. C'est une question de travail dur, de prendre soin de nos aînés, d'éduquer nos enfants, de prendre soin de nos gens, de trouver comment on va faire face à ces défis de changement climatique, comment on va les prévenir, comment on va s'y adapter, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à avoir une population en santé, des gens qui vivent longtemps à la maison puis qui ont des soins qui sont adaptés. C'est tout ça aussi, l'innovation. C'est pas juste une question de faire de l'argent. C'est combien bien vivre chez nous pour être capable de faire une différence. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui innovent, et on a fait un sondage constamment, on sonde les dirigeantes partout au Québec pour leur poser plein de questions sur l'innovation. Une question qu'on leur pose, c'est les entreprises qui innovent, bien, elles sont, vous le voyez là, celles qui font un projet d'innovation en bleu foncé, celles qui sont sans projet d'innovation en bleu pâle, bien, celles qui font des projets d'innovation vont croître 2,5 fois plus vite, vont exporter 2,5 fois plus aussi. C'est phénoménal, ça fait toute une différence. Et au Québec, on s'est doté, le gouvernement du Québec a lancé au mois de mai dernier la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Vous avez votre grand plan dans le secteur bioalimentaire pour appuyer les efforts.
bien, il faut aussi investir, supporter vos efforts, fournir les capitaux pour que vous soyez capable, vous, d'intégrer les technologies, d'en développer des nouvelles, puis de faire des nouveaux produits. Puis ce gouvernement-là a décidé de vraiment augmenter le support de ce côté-là, puis il faut trouver comment le faire intelligemment. Parce que ce n'est pas juste d'inventer des nouveaux produits, c'est d'être capable de les amener au marché, c'est d'être capable de les commercialiser. C'est d'être capable aussi de soutenir les efforts des entreprises ce faisant. C'est d'avoir de l'innovation sociale, on va en parler. C'est d'avoir du développement durable. Donc, la stratégie a ces éléments-là comme piliers. Puis le baromètre de l'innovation, c'est d'avoir des mesures. Si on sait qu'est-ce qui se passe et on a les données pour savoir dans quoi on est bon, dans quoi on n'est pas bon, on peut s'améliorer. Dans tous les cas, vous êtes la table des partenaires de cette grande stratégie bioalimentaire. Vous êtes ceux et celles qui peuvent faire arriver des choses. On est ici en table ronde, c'est un peu étonnant qu'on soit assis comme dans le dessin que je vous présente ce matin, mais vous êtes ceux et celles qui, concrètement, avec vos partenaires stratégiques, avec vos clients, avec les producteurs, avec les créateurs, avec les entreprises, les entrepreneurs, vous êtes capables de faire arriver des choses. C'est important, ça. C'est important de réaliser, puis on l'enseigne à nos enfants, c'est important de réaliser, puis si on ne l'enseigne pas à nos enfants nous l'enseignent, que là, c'est à nous d'agir. Notre action ne peut pas être de demander à d'autres. Notre action ne peut pas être de demander au gouvernement. Ça fait partie de l'équation, mais on doit être ceux et celles aussi qui trouvent des solutions, qui font arriver des choses, et vous êtes des champions de ce côté-là. Alors là, laissez-moi me transformer en professeur tournesol. Plus professeur tournesol. Aviez-vous déjà remarqué? Ouais. Il va juste c'est pas bien en mode non plus. Une papillon non plus, d'ailleurs, mais. Alors, premièrement, là, vous allez me dire, mais là, M. Sirois, premièrement, c'est quoi ça, l'innovation? Parce que je suis sûr, là, on ferait le tour, on prendrait le micro, on ferait le tour des tables, puis on vous demanderait c'est quoi l'innovation, puis on aurait plein de réponses. Je pense qu'on va faire le tour à l'écran. Il y a toutes sortes de facettes à l'innovation, puis on va en parler de toutes. Premièrement, il y a l'aspect de la recherche. Donc, trouver les lois de la nature, des matériaux, de comment les choses se font, des algorithmes, d'avoir de la science, des connaissances, pour plus tard améliorer notre performance. Mais la recherche, c'est un élément, des fois aussi de la recherche appliquée. Sinon, on parle de développer des nouvelles offres, développer des nouveaux produits, développer des nouveaux services qu'on va vendre. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, des fois, c'est pas tant de développer des nouveaux services que juste faire les choses mieux. Et vous avez raison, faire des choses mieux, ça fait partie, c'est l'innovation de production, l'innovation de procédés, comment on fait les choses. Bon, d'adopter de l'automatisation, d'adopter des outils numériques, ça fait partie de ça. Vous n'allez peut-être pas les inventer, mais quand on se met à les utiliser, ça change tout. Ou bien même la façon qu'on fait le flow du travail, la façon qu'on s'équipe, qui fait quoi dans l'organisation, c'est de l'innovation. J'ajoute celui de la commercialisation. Celui-là, les grands penseurs en innovation l'ont mis un petit peu de côté, mais au Québec, c'est important. Là, quand on arrive à rejoindre nos acheteurs de façon nouvelle ou que l'acheteur nous trouve, et puis que dans toute la chaîne d'approvisionnement, dans toute la chaîne de distribution, on fait les choses mieux pour qu'on puisse avoir des meilleurs volumes, pour qu'on puisse avoir des meilleurs prix, pour qu'on puisse avoir le bon timing des ventes de nos produits, ça fait toute une différence. Puis donc, on peut aussi investir de ce côté-là. Le dernier volet, en fait, il y a ces deux derniers volets. Il y a ce qu'on appelle l'innovation sociale, puis il y a l'innovation environnementale. L'innovation sociale, hein, vous savez, au Québec, je discutais avec une représentante de l'ITAC. L'ITAC est nommé maintenant. On a besoin de prendre soin de nos gens. On a besoin de réaliser que ce n'est pas juste de la production, ce n'est pas juste de la productivité par hectare, c'est aussi des gens qui se lèvent le matin, qui ont un lot de capital sur les épaules épouvantable, puis qui font face à des défis qui sont toujours plus gros. C'est des humains qui ont besoin d'être forts et de faire face à la musique. C'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui vivent en communauté, c'est des gens qui ont besoin de logements pour leurs employés, qui ont besoin de nouvelles personnes, qui ont besoin de garderies, qui ont besoin d'éduquer les enfants. Fait que les entreprises qui innovent aussi
dans le domaine social et ça fait partie de la chose. L'innovation, on veut la mesurer, on veut savoir comment ça se passe dans chacun de ces aspects-là. Chez vous, idéalement, ça, je le mets de façon un peu un rêve, on projette pas juste avoir des données génériques, mais d'avoir des données sur votre secteur. Comment chez vous ça marche. Puis pas juste chez vous dans le domaine agroalimentaire, dans les sous-secteurs, puis par région. Parce que les données qu'on voit a priori sont fabuleuses. Je disais comment ça allait mal en productivité. Bien, le secteur agroalimentaire lève la barre au Québec. C'est fabuleux. Vous êtes de ceux et celles qui font qu'on est meilleur. Il y a une chance que vous êtes là. Non seulement c'est une industrie qui est fondamentale, c'est une industrie qui nous fait avancer, qui nous montre la voie. Parce que quand on regarde et on pose la question aux entreprises, faites-vous du développement de toutes les entreprises, de tous les secteurs? Faites-vous du développement de nouveaux produits et services? 26 %. Faites-vous de la recherche? Seulement 6 % Faites-vous votre transformation de production? Seulement 14-18 % Faites-vous de l'innovation sociale? Ça, c'est intéressant, 15 % Versus en Ontario, ben, on voit que développer des nouveaux produits et services, bien, au Québec, on est pas mal dans la game, d'avoir à peu près le quart de nos entreprises, un cinquième, un quart de nos entreprises qui développent des produits et services, ça va. Au niveau de la recherche, on est moins porté à développer, à semer pour le long terme. Puis semer pour le long terme, c'est essentiel de trouver. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça, les découvertes en agronomie, sur la matière, sur les terres, sur la météorologie. Il faut investir à long terme là-dessus, puis au Québec, on le fait un peu moins. En innovation numérique, en production, en transformation numérique aussi, on le fait moins. Alors ça, c'est des secteurs qu'il faut développer, la production, la recherche. La recherche au Québec, on est chanceux, on est les plus avancés de tout le Canada. On est ceux qui en font le plus en général. Mais depuis 20-30 ans, c'est en déclin tranquillement. C'est pas comme ça partout. C'est en déclin tranquillement. Ça, c'est surtout la recherche dans l'ensemble. Ça, faut rester à l'avant. Une nation brillante. Tu sais, on ne pourra pas. Le Mexique, c'est un endroit où il y a des industries qui s'installent, on fabrique des chars, mais on ne les pense pas. On ne pense pas à ce qui va être le futur du transport. On ne crée pas la science pour le faire. C'est un pays de succursale. C'est important que le Québec reste un pays où on pense les choses, où on invente les choses, où on crée la science. Donc, ce déclin-là, c'est inquiétant. Il faut le changer. Heureusement, il y a un secteur dans lequel on est super bon. C'est quand on demande aux entrepreneurs « Pourquoi vous avez décidé d'être entrepreneur? » Cette question-là, elle est posée dans une étude qui a lieu à chaque année à tous les entrepreneurs des pays de l'OCDE. Pourquoi vous avez décidé d'être entrepreneur? Puis là, il y a plusieurs choix de réponse. Devenir riche, être maître de ma propre destinée, développer des nouvelles technologies parce que je n'avais pas le choix. Puis il y a un choix de réponse qui est parce que moi, je veux avoir un impact en société. Je veux faire une différence. Puis devinez quelle nation de toutes les nations du monde où c'est le plus important, ça? C'est au Québec. Nous autres, on est comme ça, on se parle, on est tous réunis ici. On est tous des partenaires qui s'assoient ensemble et qui se disent comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Mais on fait ça parce qu'on veut améliorer pas notre petit quotidien, on veut améliorer le bien de notre communauté, de notre secteur, de notre association, de notre regroupement, de nos clients. On a cet esprit-là de travailler ensemble qui est unique au monde. Quand on voyage, on se rend bien compte que, hey, c'est pas comme partout comme ça. Ce désir de faire une différence, il est chez nous. Puis quand on sonde les dirigeantes du Québec, quand on leur pose la question, est-ce que l'environnement, c'est important? Est-ce que c'est un secteur qui va être indispensable dans l'avenir? Bien, c'est dans les grandes entreprises, 89 % des dirigeants qui disent oui, là, c'est important, on est là. Fait qu'on a cette conscience-là de faire les choses comme il faut. Là, je pense que je vais sauter par-dessus cet exemple-là, mais je vais vous donner quelques exemples d'innovation. On a parlé, je vous ai montré ça dans le dessin. Là, je vais vous montrer des exemples, mais je vous le montre un peu à reculons parce que d'un côté, l'innovation, je vous le dis, c'est pas juste d'inventer des bébelles extraordinaires, là. C'est pas juste d'avoir des robots intelligents, mais il faut en faire. Il y a aussi plein d'autres innovations sur comment
avoir droit au financement pour nos produits? Comment avoir droit au financement pour une terre qui est laissée en jachère? Comment avoir droit s'assurer que nos programmes de détection des spores pour prévenir les maladies de nos patates soient remboursables par nos programmes de financement, comme ils le sont à l'île du Prince-Édouard, mais pas chez nous. Il y a aussi plein d'innovations sur comment prendre soin des gens. Il y en a plein d'autres innovations. Mais je voulais juste prendre un petit instant pour vous montrer des innovations qui, moi, me fascinent du côté de l'amélioration de façon de faire. Les fermes d'hiver. Qui connaît ici ferme d'hiver? Ah, on est pas mal, le quart des gens ici. Ferme d'hiver, c'est production en serre, mais ils ont développé de la production intérieure, verticale, et ils ont investi énormément en R&D pour trouver documenter 1001 phénomènes. L'élément de variation de la couleur de la lumière, l'importance d'envoyer à la fraise des signaux qui sont comme dans la vraie vie, parce qu'une fraise, ils ont découvert que va varier la composition des sucres qui circulent ou même refermer les pores, refermer les canaux en fonction du temps de la journée, mais ça, elle le sait par la couleur de la lumière, le rose du soir, la brunante et tout ça. Bien, reproduire les éléments de variation de lumière, ils ont vu qu'ils arrivent à créer des fraises qui sont plus sucrées parce qu'ils gardent ces sucres lorsque les pores se ferment la nuit. Ou même, puis regardez, des technologies qui sont des senseurs partout, de l'intelligence artificielle qui mesure tout. Des phénomènes qu'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre ou à expliquer, mais parce qu'ils sont mesurés, parce qu'ils ont des données, bien, l'intelligence artificielle est capable, elle, de voir les corrélations. Un humain n'aurait peut-être pas arrivé à voir, selon telle composition de ce qu'ils auront mis dans l'eau, l'impact exact, mais en collectant tout l'ensemble des données, la couleur des plants, tout ce qui est le feuillage et tout, ils arrivent à faire ça. C'est fascinant. Je vais reculer une seconde. Même saviez-vous quoi? Ils ont mesuré la vitesse optimale que le vent doit avoir dans la serre à l'intérieur pour que les bourdons se retrouvent comme dans un terrain connu et pollinisent mieux les plants. Et c'est 1,7 km/h, pas 2,1 et pas 1,3. C'est 1,7 km/h pour que les petits poils sur le dos du bourdon vibrent à fleur de vent comme dans la nature. Et grâce à ça, dans une saison, il y arrive à faire 3 floraisons de fleurs et de fraises au lieu de 2. Imaginez dans le même temps des fraises qui sont fabuleuses. C'est un exemple. Monsieur Laflamme, évidemment, face à la pénurie de travailleurs, s'est dit que je ne peux pas croire. Moi-même, il dit, moi-même, j'étais dans mon jeune âge, on cueillait le brocoli, puis c'est assez assidu. C'est assez ardu comme travail qu'on ne pourrait pas aujourd'hui remplacer ça. Puis oui, ils ont remplacé les travailleurs avec des robots qu'ils ont. Mais le défi, ce n'était pas tant le robot, le défi, c'était la main. Comment faire une préhension correcte du brocoli, comment le couper dans le bon angle et comment voir ça. Pour nous, un humain, c'est simple, mais là, d'avoir mis ça dans la machine, ils l'ont fait en faisant de la R&D sur l'IA, les algorithmes, avec l'Institut national d'optique à Québec. Imaginez donc, qui aurait pensé? Et puis, c'est fascinant, ça fonctionne très bien. Une innovation que je voulais vous parler dans le secteur agroalimentaire qui me fascine beaucoup, c'est les biscuits Leclerc. Hein, on les connaît, ils sont à Saint-Augustin, hein, c'est ça, en banlieue de Québec. Bien, évidemment, eux, ils ont tout automatisé. Hein. C'est comme on dit en chinois, le state of the art. C'est vraiment le nec plus ultra en termes d'automatisation, tout ça. Mais là, ils se sont rendus compte que leurs employés commençaient à prendre leur retraite, défi de main-d'œuvre, mais surtout défi de connaissances. Les connaissances se perdent. Des jeunes arrivent, les vieux, au début, étaient là pour leur enseigner, mais là, Roger, qui connaît la machine à couler le chocolat, puis quand il y a des grumeaux qui pognent là, dans la machine à couler le chocolat, le Roger sait quel coup de pied donner, puis quelle tape donner à quel endroit de la machine pour la faire marcher. Ça, c'est pas écrit nulle part, ça. Là. Roger, quand il part, la machine a fait des grumeaux. C'est bien connu. Fait que eux, leur innovation, ça a été de se dire « Hey, les jeunes là, sont super cool à faire des selfies puis des vidéos et puis tout ça. Quand on va demander aux jeunes de filmer les vieux pour capter leur intelligence, puis de rendre ça disponible avec un tag. Quand il arrive des grumeaux,
tag, puis là, oh, Roger apparaît pour expliquer comment déboguer la machine. C'est génial! Ils ont fait un système qui permet de faire ça. Ça a été les employés qui ont alimenté toute la connaissance et tout, puis il y a tout un système pour appeler à l'aide et tout ça. Puis ils ont fait ça et ils l'ont fait. C'est les jeunes Leclerc qui, eux autres, se sont dit, regarde, nous autres, on va se distinguer. Fait que ce système-là, c'est un système pour améliorer la production qu'ils ont en plus sorti de la compagnie pour vendre à d'autres. Maintenant, ils commercialisent ce système-là. Ils ont levé des centaines de millions de dollars pour le compléter puis le vendre partout dans le monde parce que c'est un problème qui n'étaient pas les seuls à avoir. On les écoute. Le monde manufacturier fait face à une quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, les usines sont plus automatisées et connectées que jamais. Malgré tous nos progrès, le fonctionnement de la majorité des usines repose encore sur des processus désuets. Les instructions de travail se trouvent dans les documents écrits. La formation est donnée par le biais du jumelage et la communication se fait par courriel. Tout cela conduit à une performance inconsistante, à des formations inefficaces et à des temps d'arrêt d'équipement inutiles. Et s'il existait une solution qui permettrait aux employés d'obtenir facilement des réponses à leurs questions? Avec l'application d'aide à la performance POCA, nous permettons aux employés d'avoir accès aux connaissances et aux outils dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Avec POCA dans l'usine, les employés utilisent des tablettes pour consulter rapidement les standards d'instruction de travail et trouver des solutions à leurs problèmes en toute autonomie. Bringing POCA into the organization allows us. Fait que là, je voulais vous la montrer, celle-là, moi, elle me fascine. C'est celui-là, vous allez me dire, aïe, aïe, OK, là, on n'est vraiment pas là, nous autres, là, mais quand même, il y a des gens qui vont jusque-là. J'aimerais peut-être terminer avec quelques conseils pour nous tous, là, au quotidien, qui vont peut-être pas inventer des nouveaux robots qui sont capables de remplacer des humains ou qui vont pas inventer des machines. Mais je pense que le conseil à retenir, là, si vous avez un pad et un papier, téléphone, quelque chose, là, qu'est-ce qu'il nous a dit d'utile, M. Sirois? Ben, plus un. Plus un. Juste plus un. Un projet. Un projet. Puis un projet, ça peut être, en fait, 10 petits projets. C'est peut-être mieux d'en faire 10 petits qu'un gros. Fait que entre le plus 1 puis le plus 10 petits, moi, je vous dirais, faites un petit 1. Petit. Tout petit. Tu sais, quand on se dit, hey, je vais tout automatiser ma production laitière, je vais acheter des robots pour tout s'occuper de mon cheptel, ben non. Commencez petit. Parce que dans la vie, les projets d'innovation, c'est comme ça, ne marchent jamais tous du premier coup. Puis quand on se lance là-dedans, et vous allez entendre du monde, « Ouais, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. » Mais c'est sûr, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Il faut faire petit essai-erreur, pour voir qu'est-ce qui pourrait mieux marcher. Quand on spotte la chose qui marche, on investit dans celle-là. Ça, c'est ça le truc. Mais donc, il faut essayer plusieurs tentatives, puis il faut les faire petites, puis les achever, et puis tuer celles qui ne marchent pas vite. Il ne faut pas se lancer dans quelque chose sur 2 ans qui va prendre tout le capital de la compagnie, puis qui après ça, parce que les chances de succès, c'est 1 sur 100, c'est 1 sur 20, c'est 1 sur 10. Y a-t-il un secteur que vous connaissez où c'est normal que ça soit comme ça, où c'est connu, ça fait partie de la culture, que ça ne marche jamais du premier coup, mais il faut y aller pareil? Hein? Ah oui, on passe aux fins de semaine dans les arénas, on le sait, là, voyons donc. Ça prend combien de tirs au but pour faire... combien de tirs au but dans une partie, là, pour faire 3-4 buts dans la game? Une trentaine, hein? 50 pour le Canadien. Ça le dit. Ça va bon. Eux autres. Et puis, on les aime pareil, là, ben bon. Puis si nos jeunes, tu sais, si on s'attendait à dire que non, nous, on va faire un tir au but quand toutes les conditions vont être réunies, puis qu'on va être sûr que ça va marcher. Tu sais, si on s'attendait à dire, OK, on se prépare, puis quand toutes les conditions sont là, puis que, tu sais, on ne quand même pas pour prendre des risques, là. C'est quand que le caller va te coucher à terre, le but est grand ouvert, puis qu'on est placé, qu'on n'a pas que sa palette, mais voyons donc. T'sais, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est, hey, c'est quoi les chances d'arriver de la rentrée, la puck dans le but, là? Hein, top corner dans le coin, là-bas, là? Toute personne raisonnable dirait non.
Mais là, hein, on le sait, là, on shoot parce que il va arriver des choses, les joueurs vont bouger, il va y avoir une erreur, des choses vont évoluer, puis là, tout à coup, la situation va changer, puis là, top, ça va pas rentrer. Puis si on ne shoot pas, qu'est-ce qui se passe hein, quand nos enfants sont là, puis qu'ils niaisent avec la POC sur la ligne bleue, qu'est-ce qu'on leur dit? Ah ouais, shoot! Merci. En plein. Ah ouais, shoot! Ah ouais, shoot! Ah ouais, shoot! Parce qu'on le sait. On fait des efforts, on apprend, les choses changent. On sait que c'est du 30, 40, 50 pour 2, 3 buts, mais on continue. On va dans le coin, on fait des efforts, on se reprend, puis ça se passe vite. On ne s'en va pas s'asseoir sur le banc pour leurrer. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et puis c'est ça que moi, je vous souhaite. Je vais vous laisser sur un dernier conseil avec le temps qui nous laisse. On parle d'équipe. Ce qui fait une différence, c'est quand il y a des gens qui s'occupent de ça. Vous allez voir, il y a plein de programmes de financement au Québec, il y a plein de sources de financement. Les gens, on ne les connaît pas. Mais quand on a une personne en charge de l'innovation dans notre équipe chez nous, en charge, ça veut dire pas en charge avec tout le reste. Il faut qu'elle se lève le matin, qu'elle fasse rien que ça. Qu'elle pense, puis là, je sais, on ne peut pas tous se payer quelqu'un comme ça, mais une personne qui est en charge de l'innovation, cette entreprise-là, elle va faire plus de projets d'innovation, elle va faire plus de projets dans les années qui viennent, elle va le faire dans une stratégie d'innovation, puis elle va mieux comprendre les programmes d'innovation. Elle va aller chercher jusqu'à 3 fois plus souvent de temps des subventions qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Puis le bonus, c'est que quand on a des gens en charge de l'innovation dans notre organisation, ça, c'est des données qu'on a sorties, c'est des données réelles, ce n'est pas des prévisions, c'est au Québec, les entreprises qui ont des personnes en charge d'innovation performent plus et font plus de projets d'innovation sociale et font plus de projets d'innovation environnementale. Fait que moi, je vous laisse là-dessus sur ces conseils-là, mais rappelez-vous, mon +1, mais rappelez-vous qu'il faut tirer au but, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être là. Bonne fin de journée. Merci, M. Sirois. Merci, merci. Vous pouvez vous rasseoir, mais ne restez pas trop loin parce qu'on va avoir besoin de vous tout à l'heure parlant d'innovation. Parlant d'innovation. La boîte de pommes. Il y a toujours un agriculteur proche hein, pour l'innovation, c'est sûr. C'est impressionnant de savoir à quel point l'innovation a une corrélation directement avec la santé économique aussi, mais augmenter la productivité et donc la santé économique. Merci, c'est vraiment intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est, je retiens ce que vous dites, une personne dédiée à l'innovation. Si je peux vous donner l'exemple du restaurant La Tanière à Québec. Est-ce que vous connaissez La Tanière? La Tanière qui existe depuis les années 78, qui a eu plusieurs moutures de l'offre, mais installée dans le Vieux-Port de Québec maintenant, ils ont un chef, Sébastien Rémillard. Je ne sais pas s'il y a l'équipe de la Tanière qui écoute en ce moment, mais Sébastien Rémillard, c'est fascinant parce que lui, son rôle à l'intérieur de l'entreprise, c'est que ça. S'amuser avec tous les produits du Québec, inestimables. Je regardais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ils sont en train de récolter le pollen de sapin pour en faire un aliment pour justement offrir une expérience unique, mais offrir une expérience unique ancrée dans la culture culinaire québécoise. S'il y a une entreprise en ce moment au Québec qui se dédie corps et âme pour mettre de l'avant nos saveurs, nos ingrédients, nos aliments, c'est bien le restaurant La Tanière et ça prouve exactement ce que M. Sirois dit. C'est un des meilleurs restaurants au Canada et plus encore. On n'a pas besoin du Michelin ou des 100 Best pour nous le dire, on le sait tous. Bref, ça pour dire que c'est un exemple concret que je voulais partager avec vous. Cette présentation, donc, nous amène au dernier panel de discussion de la journée parce que innover, c'est un levier pour construire l'avenir du secteur. Accélérer l'innovation dans les entreprises est un incontournable avec un N majuscule pour assurer la compétitivité et la durabilité du secteur bioalimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour innover? Qu'est-ce qui nous fait innover, en fait? Comment est-ce qu'on y arrive? Comment on réussit à demeurer innovant malgré les défis de gestion? Pour en discuter, 3 de nos invités aujourd'hui, 3 PDG de leur entreprise. D'abord, Mme Lisanne Gingras de Chicoumi, M. Marc-Antoine Bovet de Haute-Box, et de Gourmand, M. Charles Verdi. Accueillons-les chaleureusement. Bienvenue à mon îlot. Bonjour. Merci. En début de conversation, je disais à quel point les gens dans la salle étaient mes rockstars.
Je suis un petit peu fan en ce moment là, de vous trois, puis je suis vraiment très heureuse de partager cette conversation-là avec vous et aussi les gens dans la salle et à l'écoute virtuellement. Avant de débuter, vous êtes 3 PDG, vous êtes propriétaire de vos entreprises, vous œuvrez dans le secteur bioalimentaire. Il y en a des défis pour innover, on le sait, on en parle depuis tout à l'heure, mais s'il vous plaît, présentez-vous à nos participants et dites-moi quelle innovation vous rend le plus fier. Madame Gingras, on commence avec vous. Les femmes d'abord, les femmes d'abord. J'aurais dû me mettre en avant. Ben, bonjour, merci pour l'opportunité. Là, déjà, premièrement, tantôt je pensais là, à la question, puis j'ai complètement changé ma réponse parce que je pense qu'en ce moment, de ce que je suis le plus fière, c'est d'être debout devant des gens, puis d'être capable de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans les 3 dernières années qui, pour nous, était je pense que je commence à peine à en prendre, là, à en prendre conscience, là, de par mon tremblement je pleurerai pas. Mais je pense que c'est ça, c'est d'être vraiment partie d'un gros défi qui, je sais pas si vous le savez, là, on a eu la pandémie, là. Fait que c'est vraiment nous autres de revirer de bord un modèle d'affaires là, qui existait quand même, puis de le rendre ce qui est aujourd'hui, qui je suis pas sûre que je réalise qu'est-ce qu'on a créé. Fait que je pense que c'est un peu ça, là. Moi, l'innovation, pour moi, c'est je parle tout le temps, puis personne ne me comprend, là. Fait que là, Bien, je sais pour que c'est ça. t'assurer que les gens comprennent bien Oui. ce que tu dis, Lisanne, puis encore une fois, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Explique aux gens d'où tu pars, parce que tu pars de la mangue verte et il y a Chicoumi maintenant qui existe. Ouais. Quel est ce parcours-là et qu'est-ce que fait ton entreprise? Bien, en gros, dans le fond, nous, on est dans un domaine à la base là, depuis 2006. Donc, on était dans le traiteur événementiel, donc une entreprise faite au Québec, à Québec, qui s'appelait La Mangue Verte. Pandémie est arrivée. On avait déjà une vision de faire de la transformation alimentaire là, de plus gros volume, mais c'était pas très clair, là, étant moi-même une très bonne metteuse de bœufs avant les charrues. Donc, on avait déjà commencé à faire certains produits et tout. Nous, on transforme le pois chiche. Donc, à la base, c'est vraiment notre ingrédient là, de prédilection. Un pois, c'est tout, et notre slogan. Donc, on a vraiment créé Chicoumi, les aliments Chicoumi, avec, je le dis, là, je suis capable de le dire maintenant, là, avec la pandémie, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, pourquoi qu'on fait ça, là? Pourquoi qu'on fait ça depuis 15 ans? Puis, tu sais, on voyait ce qui s'en venait et tout. Puis, on s'est vraiment juste posé la question, puis on a juste dit, hey, on veut faire le bien. Puis, si on le fait, d'où ça part, là? Oui. Là, je le dis comme une vraie fille, là. Ben, Ouais. si ça part de là, je pense que tout ce qui va suivre, que ça soit la rentabilité, la productivité, le fait que l'entreprise soit viable, bien, je pense que ça va plus être comme une conséquence qu'un moteur de motivation, là, on va dire. Donc, voilà. Fait que ça fait 1 an qu'on existe maintenant, les aliments Chicoumi. Et j'arrête parce que là, je parle trop. Non, mais c'est parfait. Vous comprenez, quand on a vu tout à l'heure les mots, je demandais les mots pour décrire c'est quoi la raison pour laquelle vous êtes dans le bioalimentaire. Tu sais, le mot passion là, qui est ressorti en premier. Là. Je pense qu'on en a un bel exemple ici aujourd'hui. Merci, Lisanne. Monsieur Verdi, pour vous, de quoi êtes-vous le plus fier? Bien, de toutes les différentes innovations, on parlait de +1, là, de toutes les différentes innovations qu'on a pu intégrer dans les différents agrandissements qu'on a fait. Donc, nous, Gourmand, on est spécialisé dans la production de fines herbes en pot, donc vivantes, fraîches. Et on a des productions biologiques, des productions conventionnelles. Puis, il faut comprendre qu'en 2014, quand on a acquis l'entreprise, on avait 560 mètres carrés de production. Aujourd'hui, on a 20 000 mètres carrés. Donc, Wow. de passer de 560 mètres carrés à 20 000 mètres carrés, on ne peut pas produire avec les mêmes méthodes. Il faut qu'on trouve des façons de s'améliorer, puis de chaque heure qu'on investit, bien, qu'est-ce que ça nous donne de plus? Donc, je m'excuse, Monsieur le ministre, nos robots, Régis et Wally, n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui pour assister. Mais c'est ça, c'est de toujours être dans un mode d'innovation, de chercher des nouvelles façons de faire. Puis ma plus grande réalisation, c'est de répondre d'ailleurs à l'objectif de doubler les serres. Donc, en 2021, on est venu doubler notre production, doubler notre superficie, mais on est venu introduire toute une partie de technologie dont on ne connaissait pas. Puis maintenant, notre hectare, si on veut dire, prend 3 personnes pour récolter, ce qui prenait 25 personnes avant. Wow. Bravo.
Merci. Félicitations. Marc-Antoine, de votre côté, parlez-nous un peu de votre entreprise et qu'est-ce qui vous rend le plus fier à l'intérieur de cette entreprise? Oui, Alison, si tu me permets, j'aime toujours ça en profiter quand j'ai une tribune comme ça pour faire un petit sondage de notoriété. Alors, qui ici a déjà entendu parler de Hautebox à main levée? Cool. On Pas a pire, ça. encore du travail à faire, mais c'est. Ben, moi, je vois beaucoup de belles mains levées, un beau travail de fait. Merci, merci. Hein? Félicitations pour ça. Alors, ça, de quoi je suis le plus fier? Je dirais que c'est le pivot qu'on a fait dans notre modèle d'affaires il y a environ 2 ans pour passer de la fin de la chaîne de valeur vraiment avec le. Puis je reviendrai un peu à ce qui était le modèle d'affaires de Hautebox à la base, là. Mais pour devenir un transformateur alimentaire dans l'industrie de l'avoine. L'entreprise, on l'a créée en 2014 et à la base, le modèle d'affaires était, on développait des céréales granola qu'on changeait à tous les mois et c'était vraiment le modèle d'affaires qui était l'innovation. À tous les mois, on développait ces céréales-là qu'on envoyait par la poste. C'est un modèle où on vendait directement aux consommateurs. Et le modèle d'affaires s'est essoufflé. En 2019, les coûts d'acquisition de clients étaient de plus en plus compétitifs, dispendieux. Et on a dû vraiment se réinventer. On a profité de l'occasion qu'on avait d'avoir développé quand même une belle marque pour introduire les produits au détail, mais pour la suite, vraiment cibler une opportunité dans la chaîne de valeur qui était un manque ici au Québec pour transformer l'avoine en concentré d'avoine, qui est le premier ingrédient pour faire du lait d'avoine. Donc, c'est vraiment l'équivalent du lait cru dans le végétal, dans l'avoine qu'on fait. Donc, on passe du grain pour faire un concentré, puis c'est ce concentré-là qui est utilisé pour faire des laits, des crèmes glacées, des yogourts, etc. C'est intéressant ce que vous dites parce que M. Sirois l'a souligné, c'est-à-dire perdez pas des années. Parce que je rappelle que le fait que vous commercialisez justement ces avoines-là directement aux consommateurs au Québec, c'était très innovant à l'époque. Quand vous avez lancé ça, on le voyait ailleurs, mais en 2015, là, 2015, moi, quand j'ai reçu vos boîtes, là, vous étiez le premier à m'envoyer ça, mais j'avais jamais vu ça ailleurs au Québec, pardon. Puis, vous dites que vous avez rapidement constaté que ça ne valait pas le coup, donc vous avez changé d'orientation assez rapidement. Hein, M. Sirois l'a dit, perdez pas trop votre temps. Là. Vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, là, changez de bord. Là. Un nouveau jeu là, pour scorer dans le but. Là. Bien, on n'a pas vraiment eu le choix. On voyait que le mur, chaque mois qui passait, le mur s'avançait. Donc, le modèle économique ne fonctionnait plus. Puis on n'a pas eu le choix de se réinventer. Donc, ça a été vraiment ça pour nous qui était le moteur, le déclencheur pour passer à autre chose. C'était quoi donc la bougie d'allumage à ce moment-là? Parce que, OK, vous constatez que le mur se rapproche de vous. Vous aviez quand même une idée innovante à la base. Comment qu'on fait pour réaliser qu'il faut encore une fois innover puis il faut encore une fois rebrasser les cartes? Bien, pour nous, au début, ça passait, puis ça a vraiment été un hasard qu'on s'est ramassé comme transformateur. Là. Donc, on a commencé, c'était plus quel produit. Le mot facile, c'était on va entrer nos produits au détail. Donc, on est rentré chez les grands détaillants avec nos meilleurs produits. Et ensuite, on voulait continuer à développer de l'innovation et on partait vraiment de l'innovation à partir du produit. Et le marché des laits végétaux était en croissance assez phénoménale à ce moment-là et on cherchait un transformateur qui pouvait le faire pour nous, pour qu'on puisse le commercialiser ici. Mais il n'y a personne en Amérique du Nord qui était prêt à le faire parce que la croissance était tellement grande dans cette catégorie-là que les joueurs qui étaient là-dedans avaient peine à suffire pour la demande pour leurs propres produits. Donc, la seule compagnie qu'on a trouvée qui pouvait le faire était basée en Italie. Il n'y avait aucune chance qu'on importe des Tetra Pak d'Italie quand le Canada est le deuxième plus gros producteur d'avoine au monde. Donc, ce qu'on a décidé de faire, la vraie opportunité qu'on a vue finalement, c'était dans ce maillon-là de la chaîne, donc de passer à la transformation qui allait nous permettre de, oui, développer des innovations pour notre marque, mais aussi de développer un ingrédient qui allait servir pour les innovations de plein d'autres entreprises. C'est fascinant parce que j'étais au Salon international de l'alimentation à Toronto, il y a 2 semaines, et j'ai vu l'avenir de votre entreprise sur des étagères. Oh, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais j'ai vu le produit arriver sur les tablettes. Je n'ai pas pu y goûter. On ne m'offrait pas de dégustation parce que les courbes de la crédibilité auraient embarqué à pieds joints dans la dégustation. Blague à part. Monsieur Verdi, vous, quand vous avez déterminé que vous vouliez augmenter la production de vos serres, c'était quoi l'élément déclencheur? C'est quoi la bougie d'allumage? Est-ce que c'est de se dire, on veut intégrer la technologie dans notre entreprise ou c'est vraiment, OK,
comment, là, réellement, on va réussir à faire croître l'entreprise? On essaie toujours de se coller avec les besoins de nos partenaires, donc nos clients. Nous, on travaille avec les 3 grandes chaînes au Québec, puis on les dessert à la ligne longue partout au Québec. Fait que c'est en travaillant avec eux qu'on a vu qu'il y avait un créneau grandissant puis une demande grandissante de nos produits. Alors, on a travaillé avec eux une séquence, puis on est venu introduire aussi des superficies. Donc, c'est sûr que moi, l'autonomie alimentaire, ça m'a vraiment interpellé, puis je me suis posé la question, comment nous, chez Gourmand, on peut faire notre part? Fait que ça a passé via un agrandissement. Donc, comme je disais tout à l'heure, puis ben, moi aussi, j'ai fait mes études en génie, fait que mon petit côté gna-gna-gna, là, a fait en sorte qu'il fallait comme trouver une façon d'accélérer les choses ou de faire mieux les choses. Parce que je pense que tout le monde ici dans la salle vit des frustrations ou avec tout ce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. Fait que la vague, elle s'en vient, puis elle ne rapetissera pas. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était de dire, OK, on aime bien nos employés, mais on aimerait ça enrichir le travail. Donc, on aimerait ça enlever la partie répétitive. Fait qu'au départ, on ne voulait pas aller jusqu'où on est allé, mais une fois dedans, on a regardé les opportunités, puis on a voulu aller puis automatiser puis robotiser une bonne partie de notre processus. Ce qui est quand même assez fascinant, d'autant plus que je pense qu'il y a un développement d'une technologie qui est quand même assez unique aussi à l'intérieur de cette innovation-là. On innove, mais il faut battre la terre en même temps, là. Exact. C'est de développer les technologies. Après ça, c'est de les concevoir, c'est de les implanter et après ça, c'est de les faire vivre. Donc, on vient de compléter notre première année suite au lancement. Wow. Ça n'a pas toujours été facile, Ça peut mais pas. on a passé au travers. Puis, je dois dire que j'ai une bonne équipe pour aller de l'avant puis rester positif. Félicitations. Merci. Lisanne, quand on parle de bougie d'allumage, moi, je l'ai senti avant même la pandémie. On en a parlé en amont parce que moi, ça m'a toujours fasciné chez Mangue Verte à quel point vous étiez au-devant. Vous aviez le désir, juste avant que la pandémie arrive, de complètement éliminer tout ce qui est le plastique à l'intérieur de votre entreprise. J'en avais préparé un reportage à Radio-Canada. Les gens de Québec étaient très fiers, justement, de vous voir au-devant de la parade. Pandémie arrive. C'est quoi la bougie d'allumage à l'intérieur de ce contexte si négatif-là, de vous investir dans la création d'une nouvelle entreprise, puis non pas juste ça, de faire quelque chose que personne d'autre avait fait encore au Québec? Bien, je pense que c'est ça, là. Je pense qu'il y a un bout dans tout ça que moi, j'ai vraiment, je pense, mon cerveau, il a juste comme, il est devenu un robot. Fait que je le savais que je voulais intégrer des robots, moi, dans mon prochain modèle d'affaires. Fait que je me suis comme un peu pratiquée, on va dire. Mais tu sais, on l'a vraiment réfléchi. Je pense qu'on avait quand même une expérience là, derrière la cravate. Puis on avait un pack-sac expérience. Fait que, tu sais, nous, on a vraiment tout créé le modèle en fonction que, justement, ça soit déjà facile, tu sais, pas beaucoup d'ingrédients, que ça soit lean, que nos procédés soient simples, que ça soit fait à la limite même pas par des humains. Déjà, moi, je voyais que ça allait être fait par des robots, puis que justement, qu'on soit capable d'utiliser l'humain pour moi, à sa juste valeur. Fait que tout justement, là, le côté technologique qui était déjà, je pense, instinctivement, là, vraiment là, en nous. Fait que je pense que c'est ça, c'est de vouloir utiliser tout ce qu'on avait vécu avant, puis là, de dire, OK, là, instinctivement, là, on a l'opportunité de le faire en créant. Parce que Mangue Verte va toujours rester notre bébé, là. Oui. Puis c'était pas un même modèle d'affaires que. Maintenant, je le sais, là, dans un an plus tard, là, le domaine du traiteur événementiel et le domaine de l'alimentation, c'est deux mondes. Oui, complètement. Je pense qu'on pourrait en parler avec l'équipe en cuisine. Ils pourraient vous dire. Oui, moi, c'était rare que j'étais en mode P3. Là, je regardais ça puis je les voyais tout en arrière. C'est intéressant, ça. J'aimerais m'adresser à vous dans la salle, à la maison aussi, en même temps, avec une question à vos téléphones, s'il vous plaît, à vos ordinateurs. Considérez-vous que vous êtes branchés sur les tendances de consommation? On a échangé un petit peu tout à l'heure avec Monsieur Parisien aussi. À quoi vous identifiez-vous dans ces tendances-là? J'aimerais vous entendre regarder. Considérez-vous branché sur les tendances de consommation? Je vous invite, chers panélistes, peut-être juste à jeter un petit coup d'œil rapidement.
50 déjà des répondants, on a 16 personnes, 21, ça augmente, là. Ça va changer, c'est sûr et certain. Donc, oui, au mieux possible quand j'ai du temps. Non, pas vraiment. Oui et non, j'ai de la difficulté à trouver de l'information. Oui, j'en suis accro. Oublie ça. Les tendances, ça ne m'intéresse pas. Si je vous pose la question, vous, Charles, considérez-vous que vous êtes branché sur les tendances de consommation? Oui, au mieux possible quand j'ai du temps. Donc, ben, c'est sûr qu'il faut rester à l'affût de ce qui se passe dans le marché, les nouvelles technologies, et ainsi de suite. Puis, tu sais, il y a des façons, je pense, assez condensées de le faire. Oui, il y a les journaux de tous les jours. Euh, mais j'ai beaucoup de discussions avec mes collègues CERIS. Il y a aussi, on en a parlé, là, l'Association des distributeurs de fruits et légumes du Québec, Oui. donc la QDFL, où il y a plusieurs rencontres, on peut échanger. Donc, c'est une façon. Il y a le CPMA, il y a le PMA, il y a aussi le Green Tech en Hollande. Puis, je suis allé aussi à Berlin, Fruit Logistica. Fait que, OK. tu sais, c'est des façons assez concentrées de voir un panel de technologies qui existe. Puis, ben, avec ça, c'est de savoir comment moi, je peux l'appliquer dans mon entreprise avec nos processus. Fait que je pense que ça vient aussi de bien comprendre nos processus, puis qu'est-ce qui est à valeur ajoutée versus qu'est-ce qui peut être facilement automatisable, puis de dire un peu comme M. Sirois disait, bien, les plus un, c'est pas nécessairement de faire un coup de circuit puis de tout vouloir changer l'entreprise, mais d'introduire une culture d'innovation dans notre entreprise. Ça, je pense que c'est ce qui va faire la différence en bout de ligne. Puis je pense que l'innovation, c'est ce qui nous démarque, c'est ce qui nous garde le chef de file. Fait que c'est une de nos 4 valeurs, l'innovation. Fait que c'est très, très, très important. Mais concrètement, là, votre plus 1, là, avant d'être rendu où vous êtes aujourd'hui, c'était quoi? Pour motiver les gens qui nous écoutent? Bien, c'est dans sa plus simple expression. Au départ, quand on a introduit les serres, on avait des serres, on va me le dire, mais en vertical. Donc, on avait un premier niveau en haut, puis quand les plants avaient une certaine grandeur, on les descendait en bas. Mais ça faisait en sorte que dans la serre, on avait beaucoup d'îlots. Puis, c'était intéressant parce qu'on pouvait travailler plusieurs personnes en même temps, mais au niveau du pied carré, c'était moins bien utilisé. Fait quand on a fait notre premier agrandissement, on est venu introduire des tables qui avaient 190 pieds de long, puis qu'avec une manivelle, on était capable de tasser puis de venir créer un couloir pour récolter. Donc, on est venu un peu reproduire le même processus de les plants sont jeunes, besoin de moins de lumière, puis après ça, on les descend, mais on l'a fait sur la longueur. Fait qu'on est venu condenser le nombre de plants au pied carré. Puis, il y avait un premier processus où les plants étaient, dans notre processus de production, les plants avaient un certain âge, on les déplaçait à un premier endroit, donc première manipulation. Puis après, bien, on appelait ça des ados. Puis on s'en allait après ça dans la section adulte. Donc, deuxième manipulation. Donc, si je comprends bien, c'est une question de réorganisation d'espace, votre plus 1, là. Toujours. Je pense qu'on peut tous, on peut tous comprendre que, puis ça revient à dire, on n'a pas besoin de regarder très, très, très loin. Le plus 1 dans l'innovation peut simplement être une réorganisation Exact. d'espace. Dans votre cas, c'est de créer complètement une nouvelle entreprise. Ben, en fait, de nouvelles technologies de transformation qui n'existaient pas. On s'adapte comment? On commence par quoi? À partir du moment où on voit là, que ça existe, là, est-ce qu'on va voir que le problème existe? Est-ce qu'on va voir ce que les autres font? On va voir les tendances pour se tenir au courant de comment vous allez faire les choses ou comment ça fonctionne? Oui, mais tu sais, ça existait déjà ailleurs dans le monde. Ouais. Ça existait ici aussi pour quelques personnes qui le faisaient pour leurs propres besoins. Fait que pour nous, la première étape là-dedans, ça a été juste de s'entourer des meilleures personnes possibles. Fait que d'aller chercher quelqu'un d'expérience. On est allé chercher une personne qui avait 20 ans d'expérience dans les laits alternatifs, là. Fait que ça a été la première étape. Puis ensuite, de travailler avec les bons partenaires, les bonnes firmes pour développer le bon procédé, l'automatiser le plus possible parce qu'on était très conscient des enjeux de main-d'œuvre. C'est ça pour ensuite être capable de développer, puis d'itérer, puis de changer jusqu'à temps qu'on arrive au produit de la plus grande qualité qu'on était capable d'avoir. Et est-ce que vous continuez à regarder justement ce que les autres font? Est-ce que vous vous tenez au courant des tendances? Vous, à cette question-là, si je vous la pose discrètement à vous, êtes-vous Oui, si vous me la à posez l'affût discrètement, bien, c'est sûr que là, directement, pardon, pas discrètement. vu
que j'avais des investisseurs dans la salle, donc c'est tentant de répondre que je suis accro puis que je suis toujours plugué dessus. Mais S'il vous plaît, soyez honnête. la réalité, c'est il y a tellement d'informations, puis il y a tellement moyen de se renseigner sur Internet que c'est facile de se perdre là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait pour moi, c'est les Google Alerts. Donc, de choisir quelques mots-clés qui sont vraiment en lien avec notre secteur, puis de recevoir comme ça tous les jours un genre de fil d'actualité avec Ouais. des articles qui C'est bon, ça. peuvent pas nous intéresser. Donc, ça, c'était une manière pour moi de rester à l'affût. Puis sinon, ben, juste d'intégrer à notre horaire certains salons. Je fais partie d'un groupe aussi de 70 entrepreneurs en alimentaire dans le CPG au Canada, où est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques, puis de nouvelles, puis de choses, de programmes qui sont partagés là, à travers une plateforme comme Slack. D'ailleurs, il manque d'entreprises du Québec dans ce groupe-là. Je suis dans Slack. Ouais, mais non, Ok, pas non, pas dans Slack, OK, mais dans OK. ça s'appelle Food Founders. Donc, oui, c'est comme ça que OK. je reste. Ah, c'est intéressant, ça. Lisanne, justement, les tendances pour Ben moi, toi? j'ai comme le goût de dire, tu sais, nous, en fait, on a fait le produit, puis là, après, on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Fait que, tu sais, on a comme fait quelque chose un peu, encore je dis, là, charrue avant les bœufs, là. Ouais. C'est ça, oui. Fait que, on a fait, dans le fond, un des produits là, au résultat final, là, on a comme commencé à regarder, parce qu'au début, nous, on avait quand même regardé de ne pas le produire et non de le transformer nous-mêmes. Puis là, on s'est rendu compte que par le procédé qu'on avait vraiment réfléchi, ça n'existait pas. Puis nous, on voulait vraiment, en tout cas, là, pour l'instant, on voulait vraiment rester là, Québec à Québec. Fait que c'est là qu'on a décidé de le faire puis de le produire, mais c'est sûr que tout ce qui est En fait, nous, c'est aussi de redonner un peu la noblesse au poids, là, qui fait que ça reste que, tu sais, de le transformer d'une autre manière, puis de ramener vraiment ça, nous autres, tu sais, nous, on n'a pas de valeur, on a des règles de jeu plus, fait que moi, la règle de jeu de mon chef R&D, c'est la fierté, là. La première chose, c'est la fierté, c'est l'expérience. Fait que, tu sais, si quelqu'un mange du chicoumi ou qui vit pas quelque chose ou qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe, ben nous, c'est comme mission réussie, là. Mhm. Fait que ça revient tout le temps à ça. Fait que, tu sais, toute la création, la recherche est toujours autour de ça. Fait que c'est vraiment intrinsèque, là, plus en nous, je pense, là. Mhm. Si je vous pose la question à vous trois, mais aussi peut-être aux gens dans la salle, peut-être que ça va vous permettre de réfléchir un peu. Je ne suis pas en train de vous interpeller à aller directement sur l'application tout de suite, mais si vous aviez l'occasion de conseiller un entrepreneur qui envisage justement d'innover d'une façon ou d'une autre, peu importe, là, que ce soit un plus 1, plus 10, investir avec de l'argent, on commence par où? C'est quoi le meilleur conseil, Alexandre? J'ai étudié Alexandre? Je m'excuse. Charles? Ben, je pense que Cambry, je c'est m'excuse. c'est d'avoir une idée, puis de creuser cette idée-là, de la développer. Puis je pense que le plus important, c'est de se poser des questions. Puis avec ces questions-là, on est capable de prendre un recul. Puis avec ce recul-là, on est capable de se positionner ou de voir les innovations qui sont disponibles. Puis suite à ça, ben, c'est de faire la recherche, comme on disait. Fait que, tu sais, d'aller chercher soit les expertises ou d'aller dans des conférences et ainsi de suite. Puis Aller ailleurs aussi, Oui. comme vous l'avez mentionné, aller voir ce que les autres pays font aussi dans des salons en particulier. Est-ce que ça vous a amené beaucoup, vous, à votre entreprise, de justement aller voir ce que les autres joueurs de votre industrie font ailleurs dans le monde? Vous avez parlé de la Hollande, vous avez parlé de l'Allemagne. Ben oui, ça amène une objectivité. Puis ça amène de se poser des questions. Il y a des façons de faire qui sont différentes. Puis est-ce que leurs façons de faire sont mieux? Mais je n'ai pas la réponse nécessairement toujours, mais ça amène cette discussion-là, puis cette intégration de toujours se questionner, se remettre en question, puis ça ouvre la place à l'innovation. Fait que qui le fait le mieux, là, en ce moment, le Québec ou la Hollande? Parce que je suis Ben, un c'est peu nous. néerlandaise, mais je suis québécoise dans le cœur, là. C'est Mais nous. c'est ça, c'est nous, hein, c'est ça, merci, c'est gentil. Dans votre cas? Moi, ça va rejoindre un petit peu ce que M. Sirois disait un petit peu plus tôt, là. Fait que pour moi, c'est de juste continuellement avancer, puis de commencer petit, puis d'itérer. Fait que juste d'essayer plein de trucs, puis au fur et à mesure de tasser ce qui ne fonctionne pas. Puis souvent, ce qu'on avait en tête en termes d'innovation ne finit pas par être l'innovation qu'on finit par réaliser. Mais c'est ça, de juste continuellement avancer. Ça, je suis entièrement d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. On commence à un endroit, mais on ne sait pas nécessairement où ça va finir. Fait que c'est un beau voyage.
Puis comment qu'on fait pour se laisser guider tout au long de ce voyage-là? Parce que hey, vous investissez beaucoup d'argent là-dedans, là. Il faut quand même se mettre quelques balises, là. Je comprends, mais comment est-ce que. Moi, Avec je le, suis ici pour avec le poser des gars. questions niaiseuses. Mais comment? Je leur poserai Ben, pas. à, Non, mais à c'est. force de se questionner, à force de voir, à force d'avoir une intuition, à force de voir les obstacles aussi là, qu'on n'avait pas nécessairement vus au départ. Puis, tu sais, c'est un cheminement, c'est un processus, ça aussi. Puis, je- moi, je trouve ça quand même intéressant de dire, bon, ben, on a une idée, puis ça germe, puis là, ben, on aboutit à un endroit qui est intéressant, vers où on voulait aller, mais qui n'était pas nécessairement le départ, c'était pas ça, là. Mhm. Parce que finalement, ce que je voulais dire, c'est que c'est quoi? C'est que c'est toujours l'argent qui mène si on continue, ou c'est l'instinct aussi en même temps. Puis, comme M. Sirois disait, on ne laisse pas le goaler nous arrêter, mais on continue de lancer la puck au but. Ben, je pense qu'il y a une partie que c'est l'instinct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi l'équipe. Tu sais, je ne suis pas toute seule dans l'entreprise, puis je ne suis pas doué à faire tout bien. Alors, je pense que c'est de communiquer ensemble, puis de voir, puis de parler aussi avec d'autres collègues dans l'industrie. Ça amène ce processus-là. Marc-Antoine, d'accord? Très d'accord. Oui, Ouais, Lisa. je bouclerais en disant, tu sais, de se ramener à pourquoi qu'on fait ça. Tu sais, c'est quoi le but de tout ça, là? Fait que c'est-tu juste d'avoir un mode de vie? C'est-tu d'avoir une vision plus grande? C'est-tu de bâtir quelque chose de plus grand que nous? C'est-tu notre ego? C'est-tu notre... tu sais, moi, je pense que tout ça va faire en sorte, en tout cas, moi, je suis dedans, là. Pourquoi tu sais, qu'on continue? Parce que c'est sûr et certain que c'est juste pas humain, là, ce qu'on vit, là. Non, mais tu sais, on peut se le dire, là? En tout cas... c'est- Mais c'est ben, pas ben, facile. non, non. C'est cliché de dire si c'était facile, tout le monde le ferait. On ne peut pas répondre à la question, nous autres, l'équilibre de vie, là. Oui. On ne l'a pas, nous autres, cette question-là. C'est un enjeu, hein? Quoi? C'est ce que j'apprécie le plus chez toi, Lisanne. Ben, c'est parce Mais- qu'on on se ramène à ça quand même, là, tu sais, Ouais. de dire pourquoi qu'on s'inflige ça. Mais tu sais, moi, je me lève quand même encore le matin en me disant, crime, je fais ça. Pourquoi je fais ça, là? Je Ouais. fais ça pour avoir un impact, je fais ça pour laisser ma trace, je fais ça pour que le monde, quand ils viennent me poser des questions que je comprends toujours pas, mais tu sais, je Ouais. fais, ben, tant mieux si ça t'inspire, mais Tu le fais pour offrir un super beau moment aux gens qui consomment ton produit aussi. Parce Ouais. que honnêtement, puis, tu sais, on va profiter du fait que vous êtes tous ici devant nous. Je pense qu'on le constate aussi, la chance qu'on a eue d'avoir les différents panélistes. Puis c'est stressant être là. Merci à tous qui ont participé aujourd'hui. Mais il faut souligner aussi l'apport que vous amenez dans le plaisir gustatif. Est-ce qu'on peut parler de plaisir associé aux produits locaux puis à ceux de nos innovateurs et transformateurs au Québec? Parce que moi, ça, c'est ma perspective. Puis c'est ce qui fait que je vous aime plus que les autres, parce que vous m'apportez énormément de plaisir en tant que consommatrice. Puis si je peux vous mobiliser davantage aussi dans vos innovations, bien, continuez à nous offrir des moments de plaisir. Et merci pour ce grand moment de plaisir aujourd'hui. Vraiment, une bonne main d'applaudissements pour nos participants. Merci. Restez là, s'il vous plaît. On va profiter de M. Sirois qui allait venir nous rejoindre aussi, s'il vous plaît, parce que je vous ai dit de rester pas trop loin. Je l'apprécie. Venez nous rejoindre. Participants, ben c'est à vous. C'est à vous à venir. Vous avez 2 micros dans la salle encore. Vous savez comment ça fonctionne. On va permettre des questions du public. On va prendre aussi des questions des gens virtuels. Prenez le temps de poser n'importe quelle question. Il n'y en a pas de mauvaises questions. Vous l'avez vu, juste moi de poser de mauvaises questions ici. On va commencer avec une première personne ici à droite. S'il vous plaît, je sais que c'est niaiseux de dire ça, mais peut-être vous présenter et nous dire. Non, mais tu sais, il faut que je sois juste et équitable envers tout le monde. OK, là, je suis à votre droite. Je pensais que j'étais à votre gauche. J'ai des problèmes d'orientation. Premièrement, c'est plus un commentaire que je veux dire. Je trouve la journée excessivement rafraîchissante. Ce que je veux vous dire aussi, c'est parce que je suis actuellement en tournée sur la politique gouvernementale de prévention de la santé, qui est inspirée des 17 objectifs du développement durable. Vous savez, ma petite pin que j'ai portée tout le temps, là. Et ça répond à vos préoccupations des défis de société pour lesquels on peut faire de l'innovation sans s'opposer au développement économique. On a eu souvent tendance à penser que quand on parlait de choses durables, ça allait être vert, ça allait être coûteux, ça ne serait pas possible.
Puis pour qu'une société fonctionne et innove, il faut qu'elle ait aussi des ressources humaines en santé. Fait que je voulais vous remercier. Merci pour les leçons. Je suis toujours étonné, et je crois beaucoup à la jeunesse, en tout cas à votre jeunesse, et je suis toujours étonné de voir que quand on a des situations et des problèmes, on est capable d'innover puis d'y arriver avec des solutions. Fait que devant la menace des changements climatiques, etc., qui est une crise qui est déjà à nos portes, mais on va être capable de traverser grâce à l'innovation de tout le monde. Et je vous remercie pour cette journée. C'est comme si j'avais fait une tournée du Québec, mais en étant seulement à Drummondville. Et voilà, ça, je pense que c'est pour vous tous, là. Bravo. Merci, M. Arruda. On va prendre une question virtuelle, si vous me permettez. C'est pour vous. C'est une question qui est adressée à vous, M. Sirois. Pourquoi la recherche est-elle en déclin? Avons-nous l'explication? Ça, c'est la question qui tue. On se pose beaucoup la question. Puis M. Fitzgibbon nous a mandaté pour aller vraiment creuser loin. On est allé, par exemple, on visite d'autres nations. C'est en explosion dans certaines nations. Chez nous, ça descend. Il y a deux choses possibles. Quand on pose la question aux dirigeants, dirigeantes, il y a à peu près le tiers des répondants, des dirigeants qui nous disent, écoutez, vous savez, moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Puis le pas en avoir besoin, ça devient de plus en plus présent. Puis moi, ça me fait bien peur. Ça me fait bien peur. Que vous allez dire, on n'a pas besoin. Puis là, quand on les rencontre, ça devient plus précis. Vous savez, j'en ai pas besoin parce que je vais prendre ma retraite puis j'ai pas de relève. Vous savez, j'en ai pas besoin parce que là, regarde, j'arrive à peine à avoir ma matière première pour faire ce que j'ai à faire maintenant. Écoutez, j'en ai pas besoin parce que là, moi, il faut que je sorte mes commandes, puis ça va bien. Pourquoi je lancerai un nouveau produit? Donc, il y a cette notion-là que quand ça va trop bien, étonnamment, c'est là qu'on lève le pied. Il y a eu un petit peu de ça là-dedans. Mais c'est juste un élément de réponse. Il faudra aller plus loin. Merci. Une autre question ici, pendant que peut-être les gens se déplacent au micro, ne vous gênez pas, on est toujours intéressé à vos questions. Monsieur Sirois, encore une fois, quels sont les marchés émergents les plus prometteurs pour les entreprises du secteur bioalimentaire et comment peut-on les atteindre grâce à l'innovation? Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais, non, ça, c'est une grosse question. On pourrait faire un sommet là-dessus. Ouais. Il y a plusieurs secteurs. C'est sûr que là, M. Lamontagne a lancé beaucoup l'idée puis pose la question. Il y a peut-être, sans cibler un domaine précis, y a-t-il moyen de mutualiser, de mettre en commun des ressources pour aller accéder au marché? Je parlais aux gens du match Dux. Match Dux, vous étiez extraordinaire. Vous avez gagné le prix du match Dux quand vous étiez bébé entrepreneur avec Chicoumi, puis là maintenant, vous êtes allé plus loin. Mais beaucoup d'entrepreneurs comme vous se retrouvent finalement à aller négocier avec les mêmes chaînes de distribution, aller établir les mêmes structures de logistique, de mise en place. Donc, peut-être qu'il y aurait moyen pour accéder au marché chez nous et ailleurs, de se doter de coopératives de commercialisation, de mutualiser des efforts pour qu'on n'ait pas à réinventer la roue à chaque fois. Merci. Encore une fois, ici, personne au micro. J'y vais. Une question anonyme cette fois-ci pour les panélistes. De quelle façon accédez-vous à l'expertise nécessaire pour innover? C'est intéressant, ça. Marc-Antoine, est-ce que vous êtes prêt à débuter? Pourquoi pas? Ça dépend où dans les 5 éléments où on est en train d'innover. Mais mettons qu'on prend plus innovation produit, par exemple, où on aurait certains challenges à développer un produit, on peut travailler avec le CRDA, par exemple, ou le Syntec, puis les experts qu'ils ont pour nous aider à arriver à nos fins. Je pense à l'INAF. Moi, je suis au Mycélium, au Grand Marché. J'imagine que vous connaissez un peu l'incubateur d'entreprises alimentaires. J'ai passé par là, Lisanne. Je suis une incubée en ce moment. Puis, ce sont des programmes souvent qui mettent en place différents experts, justement, du monde de l'alimentaire pour nous permettre d'avancer là-dedans. Donc, ça peut être une autre option à l'intérieur. Pour vous, Charles, ça passe par quoi? Ça passe souvent par des discussions avec mes clients. Qu'est-ce qui n'est pas présent? Qu'est-ce que le consommateur recherche? Puis souvent, c'est des discussions avec des gens de l'industrie. Puis là, on découvre qu'il peut avoir un besoin. Puis avec ce besoin-là, là, on creuse davantage. Fait que moi, c'est souvent, je vais aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs pour essayer de m'inspirer. Puis après ça, je vais faire une recherche avec mes fournisseurs et dire « Hey, j'ai vu telle affaire, là, ça a l'air vraiment, vraiment cool. On peut-tu... » Puis là, on innove de cette façon-là, mais ça prend des partenaires qui sont prêts à le faire, qui ont eux aussi une valeur
près de l'innovation. C'est le fun, il y a des mots qu'on répète depuis le début de la journée, l'écoute, les valeurs, l'innovation, c'est intéressant. Oui, allez-y. Ça me tenterait de S'il poser vous une plaît. question à l'auditoire par rapport à ça, aux Ouais. ressources disponibles. Ça vous tente dessus? Je peux-tu S'il vous faire ça? plaît. Regardez, S'il vous à main levée, là, il y a beaucoup il y a un certain nombre de programmes de subventions pour aider les entreprises à innover au Québec. Je vais vous poser la question à savoir combien vous pensez qu'il y en a. Qui ici pense qu'on en a une vingtaine? Qui ici pense qu'on en a cinquantaine? Qui ici pense qu'on en a 100? Qui ici pense qu'on en a 183? 183. 183 programmes de subventions de support financier pour aider à l'innovation. C'est pas mal mêlant, là, parce que moi, avant de commencer ce métier-là, j'en connais 5-6, je me trouvais bon. Wow. Donc, des fois, les gens ont besoin d'aide. C'est par les tables ici, par des partenaires, par vos agents de développement économique, les agents du MAPAC, des gens qui peuvent vous aider à les retrouver. Des fois, on laisse de l'argent beaucoup sur la table. Et ça change par région. Hein, quand on fait l'évaluation de ça, puis on regarde qui utilise les programmes de subvention dans l'industrie bioalimentaire. Selon les régions, ça va varier, puis il y a des régions qui l'utilisent très, très peu. 183. Ouais, ouais. Il y a juste pas. On s'entend-tu qu'il n'y en a pas de raison d'innover quand il y a 183 différents Ben, ils sont pas, peut-être pas, ils doivent être améliorés aussi. Tu sais, C'est sûr, il y a toujours mais place à l'amélioration dans tout. il faut les trouver puis demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. Parfait. Oui, si vous avez besoin de les trouver, on a des gens pour vous aider ou on va vous référer là, au ministère pour vous aider. Super, merci. On a quelqu'un dans la salle ici qui aimerait poser une question. On vous écoute. Présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Éric Duchemin du laboratoire sur l'agriculture urbaine et responsable de l'innovation dans mon organisation. Ma question est pour M. Sirois. Les comparaisons entre le Québec et l'Ontario, est-ce que tu tiens compte aussi des différences de la structure? Au Québec, il y a quand même des CCTT qui sont présents ici dans la salle. Nous, on est un organisme sans but lucratif. On fait de l'innovation, donc on n'est pas dans les entreprises, mais on en fait quand même, nous, pour les fermes urbaines, on en fait beaucoup pour les accompagner. Et souvent, on parle des programmes, les 180 programmes. En tant qu'OBNL, souvent, il n'y a même pas le droit. Donc, c'est des enjeux au niveau de l'innovation. On veut aller faire des trucs. On a développé un incubateur, mais c'est très difficile de développer de nouveaux incubateurs d'entreprise. Oui. Donc, il y a plusieurs éléments dans votre question, hein, puis c'est un commentaire très, très pertinent. Vous nommez entre autres les CCTT. Ça, on accueillait l'OCDE. Imaginez, c'est extraordinaire. L'OCDE, ils sont partis de Paris, ils sont venus passer un total de 20 jours. Là. Il y a eu 8 personnes au total qui sont venues passer 20 jours. Ils sont allés à Gaspé, à Saguenay, à Victoriaville, centre du Québec. Sont allés dans les Laurentides aussi. Tout ça, ils ont visité pour essayer de comprendre la recette québécoise du soutien du milieu académique à l'innovation. Puis, les CCTT, les centres collégiaux de transfert technologique, des centres de recherche affiliés à nos collèges. Il y en a 59, ils sont partout au Québec, et ça, c'est unique. Non, il n'y en a pas. En Ontario, ils essaient de copier ça. Dans le monde, maintenant, l'OCDE va publier là-dessus pour expliquer comment au Québec, on a des choses comme ça. Ça fait qu'il y a des choses, et en conséquence, on voit que, par exemple, au Québec, on fait plus de recherches, on fait plus de travaux en collaboration avec le milieu académique qu'ailleurs au Canada. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ces gens-là sont disponibles. Est-ce qu'ils pourraient être plus disponibles? Moi, je pense que oui. C'est un trésor à choyer. Le milieu académique devrait encore s'impliquer encore davantage avec le milieu. Donc, ça, c'est une des réponses à vos multiples aspects, mais oui, il y a des éléments à prendre en compte qui sont bien différents. Par exemple, quand on étudie beaucoup, par exemple, la production en serre, les grosseurs de nos entreprises en serre, les volumes de production, les besoins d'énergie qu'on a, il y a plein de distinctions qui doivent être prises en compte, mais il faut pas prendre ça comme excuse. Il faut aller chercher les bons coups, hein, aller voler les bonnes idées, puis développer les nôtres aussi. Puis dans le secteur de la production en serre, c'est un bon exemple. Merci, M. Sirois. Je me permets une autre question ici virtuelle. Le Québec est-il une société distincte en innovation au Canada? Pourquoi? Ça revient un peu à ce que vous avez dit. Vous l'avez. Bien, écoutez, nos parents ont bâti le Québec d'aujourd'hui, puis là, il ne
échapper la balle. Il ne faut pas échapper la balle. On a bâti des réseaux d'universités du Québec, c'est unique. On a bâti un réseau de collèges et universités, c'est unique. On a fait un nouveau système d'éducation pour nos enfants, c'est unique. On a été des entrepreneurs, on a été des patenteux au début. On a bâti des entreprises qui exportent partout dans le monde, qui fabriquent des équipements. Des patenteurs comme Rovibec, là, qui équipent nos fermes laitières au Québec. Maintenant, c'est rendu à la 3e génération. Ils robotisent les choses, ils amènent ça dans des industries. Bien ça, on est bon là-dedans, on l'a été, on est en train de slacker, mais vous l'avez dit, vous êtes sur Slack. On est en train de slacker, il ne faut pas lâcher parce que c'est ça qui a fait de qui on est, qu'on est une société distincte. Bien, il faut continuer sur cette ligne-là. Bien, je pense que ça termine bien la conversation, M. Sirois. C'est le plus beau mot de la fin qu'on ne pouvait pas avoir pour ce panel. Encore une fois, Luc Sirois, innovateur en chef de Hautebox, M. Marc-Antoine Bovet, Chicoumi, Lisanne Gingras et de Gourmand, Charles Verdi. Merci énormément. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci, merci. Après avoir parcouru tant de thèmes aussi inspirants, permettez-moi de revenir à ma boîte de pommes. J'entends un rire dans mon oreille à l'arrière. Je m'excuse. Je pense qu'on va continuer un peu à parler de l'avenir du secteur, que ce soit à travers de l'attractivité, de l'entrepreneuriat jeunesse, l'innovation. C'est toutes des thématiques très inspirantes. Puis on va vous poser des questions. Puis je vais vous poser des questions en rafale. Fait que maintenant est le temps de prendre vos appareils intelligents, vos cellulaires à la maison, vos ordinateurs, peu importe ce que vous avez dans le but de répondre à ces questions-là, parce qu'on veut se projeter dans l'avenir. L'objectif est de se projeter en 2025 en vue d'amorcer la réflexion du bioalimentaire, de demain et la prochaine politique bioalimentaire. Donc, comme nous sommes tous des partenaires à cette politique, mais travaillons ensemble à se projeter vers le futur. On s'offre donc l'opportunité d'être créatif à chaud, de se donner des pistes à explorer pour la mise à jour de la politique bioalimentaire qui débutera donc l'année prochaine. Donc, soyez pas inquiets, vous serez également sollicités pour prendre part à cette grande démarche, mais on se lance en rafale. Donc, première question. Selon vous, est-ce que les 4 orientations de la politique bioalimentaire 2018-2025 seront toujours d'actualité? La question, on la voit apparaître à l'écran en ce moment et vos réponses. Donc, oui, à 95 % en ce moment avec 50 réponses. Non à 5 %, je ne sais pas. Ça va, il n'y a pas de mauvaise réponse. La question est pertinente, puis on veut vraiment vous sonder, vous. Est-ce que les 4 orientations de la politique bioalimentaire de 2018-2025 seront toujours d'actualité? Vous êtes à oui à 92 %. Je vous rappelle, les 4 grandes orientations de la politique couvrent l'offre des produits bioalimentaires, la prospérité des entreprises, les pratiques durables et responsables, ainsi que le dynamisme des territoires. Donc, 92 % à oui. Êtes-vous prêts pour la prochaine question? On y va. Selon vous, en un mot, quel est le principal défi que le secteur devra relever dans les prochaines années? Un mot. On va voir apparaître un nuage de mots. Quel est ce mot selon vous? Le principal défi dans le secteur qu'on devra relever dans les prochaines années? Vous êtes bon à répondre, vraiment, là. Je vois les chiffres de répondants. Vous voyez, là, en haut à droite, complètement, 104 personnes. Super, 116, c'est clair qu'on va trouver le ou la super utilisatrice avec ces questions-là. Changement climatique, main-d'œuvre, inflation, innovation, relève, durabilité, rentabilité. Si on va un petit peu plus autour du nuage, on parle de coûts, santé, le méthane, la main-d'œuvre, la proximité. Pour rajouter les circuits courts là-dedans, résilience, l'eau. Un enjeu important dans le secteur de l'agriculture, évidemment, il ne faut pas l'ignorer. Conciliation, crédibilité, merci. Selon vous, prochaine question, moi je vous pose ça en rafale, let's go. Selon vous, parmi les vecteurs de croissance de la politique bioalimentaire 2018-2025, lesquels devraient être maintenus au-delà de 2025? Et là, vous pouvez faire 2 choix parmi les 8 vecteurs de la présente politique, puis je vais vous les nommer.
aliments biologiques, marché extérieur, produits ambassadeurs du Québec, restauration et services alimentaires, alimentation santé, produits émergents, pratiques éco-responsables ou achats de proximité. Je pense qu'avec le tour d'horizon d'aujourd'hui sur les tendances de consommation et perspectives d'innovation, là, on a entendu un éventail de vecteurs de croissance. On va voir ici. Pratiques éco-responsables, déjà avec 157, 160 quasiment participants. Pratiques éco-responsables dans la course. Est-ce qu'on se prend-tu comme ça, on est à l'hippodrome? Non, non. Hein, Achat de proximité à 41 %. Oh, l'alimentation à 28 %. Produits ambassadeurs du Québec, 23 %. Aliments biologiques à 16 %. Marché extérieur à 15 %. Donc, c'est vraiment les pratiques éco-responsables qui vous importent le plus, à 59 % sur 179 répondants. Quand même. La robotisation, l'intelligence artificielle, le commerce électronique, les protéines végétales, l'économie circulaire, valorisation de matières résiduelles. Je pourrais continuer encore comme ça, mais selon vous, en un mot, quel serait un nouveau vecteur de croissance à explorer pour la prochaine politique? Encore une fois, ce sont tous des mots qu'on a entendus aujourd'hui. Robotisation, on a parlé d'intelligence artificielle avec les fraises notamment, le commerce électronique, les protéines végétales, l'économie circulaire. Un mot. C'est assez clair que innovation, robotisation, économie circulaire, intelligence artificielle, IA aussi qui est répété. Hey, c'est le fun de voir ça en temps réel. Fait que innovation, robotisation, intelligence artificielle, on voit là que c'est vecteur de croissance selon vous. Très important à intégrer dans la prochaine politique. Hein? Pour conclure la rafale, une dernière question pour vous. En matinée, on a pris connaissance là, du bilan 2022 des 7 cibles de la politique bioalimentaire. Vous avez répondu à une question sur celle à poursuivre au-delà de 2025. Si on se projette encore avec de la nouveauté, selon vous, parmi les nouvelles cibles, lesquelles seraient à explorer pour la prochaine politique? Pensez-vous qu'une cible devrait toucher, par exemple, la productivité des entreprises en bioalimentaire, la lutte et adaptation du changement du secteur au changement climatique, ou les investissements en recherche et innovation des entreprises, les pratiques en santé et bien-être des animaux, ou toute autre réponse? Je ne sais pas s'il y a une place pour ajouter l'autre, de définir un peu plus autre. Pour l'instant, on voit que la lutte et adaptation du secteur au changement climatique vous préoccupe à 53 %. Investissement en recherche et innovation des entreprises à 21 %. Donc, justement, pour ceux et celles qui ont répondu autre ou pour d'autres propositions, bien, indiquez-nous vos idées de cibles à explorer pour 2025, parce qu'effectivement, si l'option n'est pas là, on veut connaître vos idées, vos suggestions. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les questions qui viennent un petit peu plus tôt en journée, et non pas tout à l'heure, mais les questions qui vous viennent, que vous avez partagées avec l'équipe, sachez qu'elles seront prises une à la fois. Et on va prendre le temps, l'équipe du MAPAC va prendre le temps de répondre à ces questions. Merci d'avoir participé. Vraiment, toutes les réponses ainsi que celles de la journée seront transmises, comme je vous disais, au secrétariat de la politique et alimenteront les réflexions pour la prochaine année. Est-ce qu'on est sur le point de conclure cette journée, M. Lamontagne? Je vous sens fébrile. Je vous sens fébrile à la fin de cette journée, riche en contenu. Clairement, j'espère que les sujets qui ont été traités aujourd'hui pourront vous inspirer, parce que c'est pour vous qu'on fait tout ça ensemble. N'oubliez pas que chaque petite action rendra possible l'atteinte de notre but commun, l'autonomie alimentaire du Québec. Je suis vraiment contente d'être devant vous et de prononcer ces mots-là. Soyez fiers de ce que vous faites, de vos entreprises, de vos idées, de vos produits que vous transformez, des innovations aussi que vous mettez de l'avant. Ensemble, nous construisons le bioalimentaire de demain et contribuons à l'économie durable du Québec. Aussi, je voudrais vous remercier de votre présence en cette 4e rencontre annuelle des partenaires. Ce fut vraiment un immense privilège pour moi d'animer ça avec vous. Mais le mot de la fin,
je crois que nous pourrions annoncer le gagnant de notre course de plateforme virtuelle. Je ne sais pas, pour le selfie avec M. Montagne, j'ai le droit à un regard. Là, je pense que ce ne sera pas un selfie finalement. J'espère que vous avez eu du plaisir avec la plateforme à la maison à participer à ces questions. Merci aussi beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé dans la plateforme virtuelle. Est-ce qu'on annonce le gagnant? Je parle à la régie un instant. Oui. Oh, OK. Oh, attends un petit peu. Oui, OK. Je les niaise en même temps. Malek Machi est la personne qui a participé le plus aujourd'hui. J'espère que c'est un nom. Est-ce que c'est quelqu'un dans la salle? Non, c'est quelqu'un que vous connaissez, donc je comprends. Parfait. Donc, bravo aux participants. Justement, la personne qui a été le plus, le plus actif sur la plateforme aujourd'hui. Encore merci à vous tous pour cette participation. Donc, d'ailleurs, on me souligne de vous demander de répondre au sondage de la satisfaction de votre journée qui vous sera envoyé prochainement par courriel. Vos commentaires nous permettront de créer des événements mémorables comme aujourd'hui. Un gros merci. C'est maintenant le temps. Pour vous adresser le mot de la fin, j'invite le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation à venir sur scène. Monsieur André Lamontagne, c'est à vous. On vous avait dit, je vous avais dit en début de journée qu'il n'y aurait pas beaucoup de cheveux gris sur la scène aujourd'hui. Je pense qu'on a livré, mais honnêtement, tout ça, là, moi, au sortir de la journée de la politique l'an passé, on avait eu quelques rencontres avec différents partenaires dans les semaines et les mois qui ont suivi, puis tu sais, la question des jeunes, la question de l'attractivité, la question de l'innovation, ça a comme émergé comme un must, un peu un incontournable. Puis après ça, tu sais, il y a des gens qui aident à organiser ça une journée de même, puis qui contribuent. Puis à un moment donné, tu commences à mettre ça dans la machine à saucisses, puis tu ne sais pas trop quelle sorte de saucisse qui va sortir. Tu sais. Mais honnêtement, en tout cas, moi, j'étais assis en avant, là. Je ne sais pas vous autres en arrière comment ça s'est passé, là, mais la qualité des thèmes qui ont été abordés, la qualité des panélistes, là, je vous vois, vous êtes tous là, vraiment, merci, merci, merci d'avoir pris de votre temps, puis Dieu sait que vous êtes dans le jus, vous êtes occupés, mais vous n'avez pas idée comment votre contribution aujourd'hui, là, c'est plein du monde là, qui ont dû faire des petits wow en dedans d'eux autres, puis qui partent avec une phrase, un mot, un ressenti que vous avez pu avoir dit ou exprimé ici. Fait que vraiment un gros, gros merci d'avoir participé. Puis honnêtement, en parlant d'attractivité, puis en parlant de jeunesse, puis en parlant d'innovation, honnêtement, je pense qu'on a vraiment frappé dans le mille parce que c'est en vous voyant aller, puis en vous écoutant, c'est de voir à quel point les trois sont tellement interreliés. Ça ne veut pas dire que plus âgé, on ne peut pas innover, puis ça peut pas, plus âgé, on ne peut pas avoir des. Tu sais, je ne veux pas faire de l'agisme ici, là. C'est ça, j'en vois qui me disent hey, le ministre fait de l'agisme. Non, 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 c'est pas ça, mais d'insuffler à toute cette démarche-là qu'on fait, ce qu'on a fait aujourd'hui un petit peu, là. Tu sais, on a de quoi à s'inspirer de ce qui pousse en l'air de nous autres, espèce de vague, tu sais, qui va nous propulser. Puis aujourd'hui, on a touché à ça un petit peu. Tu sais, de tout ce potentiel-là là, qui est en ébullition au Québec, là, puis qui va émerger. Fait que vraiment, 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 vraiment heureux. Puis, tu sais, conclure une journée comme ça, je vous dis, la partie facile, là, ça va être de commencer avec les remerciements. Ça, c'est le petit bout facile, c'est le petit bout qui est écrit, puis que j'aurai pas trop de misère à suivre, tu sais. Mais merci, Alison. C'était la deuxième année, puis moi, ce que j'ai observé, l'an passé, vous aviez fait un très bon travail comme animatrice, tout arrivé à l'heure, tout était parfait. Mais cette année, ce que j'ai vu puis j'ai observé de vous, c'est comment vous vous êtes approprié cet exercice-là, comment vous êtes investi à comprendre, à communiquer avec les différents panélistes. Puis honnêtement, vous avez mis beaucoup, beaucoup de votre cœur puis de votre talent, parce que vous avez du talent, un talent qui s'est manifesté ici aujourd'hui. Fait que je veux vous remercier. Puis, je veux remercier, c'est tous des gens qui travaillent dans l'ombre, là, mais toute l'équipe ministérielle, tu sais, au MAPAC. Tu sais, parce que nous autres, à soir, on va prendre une bière, puis on va trouver que, yes, c'est fait, là, mais demain matin, là, demain, c'est samedi, on va lui donner jusqu'à lundi, là.
Mais la rencontre l'année prochaine, ça commence lundi matin prochain. Là. Puis même déjà, il y en a qui ont pris des notes. Puis c'est quoi qu'on peut faire différent? Puis comment qu'on peut... Tu sais, fait que je veux vraiment féliciter, puis je veux remercier toute l'équipe ministérielle du MAPAC qui est investie, tu sais, dans toute la création puis la livraison d'une journée comme ça, parce que honnêtement, moi, ce que j'ai vécu aujourd'hui, puis je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai vécu, tu sais, une 4e rencontre annuelle qui a été vraiment formidable. Puis, je veux vous le dire, parce que je vous connais, on se côtoie, mais vous êtes vraiment, vraiment, vraiment formidables, toute l'équipe du MAPAC qui ont contribué à ça. Puis, s'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on les applaudisse. Puis, les autres que je veux remercier, bien, c'est tous les membres de l'équipe du MAPAC, mais qui travaillent, qui sont avec les filières, puis qui sont vos partenaires, tous les gens qui sont ici, là. Puis vous avez des discussions, des échanges avec différents membres de l'équipe du MAPAC au cours de l'année qui touchent particulièrement vos filières, vos enjeux, puis tout ça. Bien, ces gens-là, encore là, comment ils s'investissent, puis qu'ils mettent tout le cœur, puis c'est des passionnés au ministère, tu sais. Puis ils mettent tout le cœur pour, vous accompagner, mais après ça, là, préparer les 14 rencontres qu'on a faites. Je vous ai toutes rencontrées, toute la gang, là, 14 rencontres, toute l'énergie qu'ils ont mis là-dedans, puis après ça, moi, me briefer, puis tout ça. Bien, encore là, je veux dire, si vous n'étiez pas là, si vous ne faisiez pas ce travail-là exceptionnel que vous faites avec toutes les filières, bien, encore là, on n'aurait pas une journée d'une qualité comme on est aujourd'hui. Fait que je veux vous remercier, tout le monde au MAPAC, tous les collègues là, qui est en accompagnement de tous les gens, toutes les organisations qui sont ici dans la salle. C'est sûr que c'est une journée, en tout cas, je veux dire, qui est très, très, très inspirante. Puis, c'est une journée qui fait que, tu sais, M. Sirois parlait de la société distincte. On aime ça se complaire, des fois, puis se dire qu'on est différent, puis on fait donc des choses extraordinaires, puis tout ça, tu sais. Mais il reste une chose, c'est que on en fait des choses extraordinaires. Puis, une des premières choses extraordinaires qu'on fait, c'est de décider qu'on travaille ensemble, puis de décider qu'on valorise, tu sais, de travailler ensemble, de collaborer. Puis tantôt, je faisais des images, je parlais avec des gens. Tu sais, tout notre secteur, si on pense à ça, là, c'est comme un gros casse-tête. Puis chacune des organisations, bien, on est un morceau du casse-tête. Puis il y en a que c'est des gros morceaux, il y en a que c'est des plus petits morceaux, mais pour que le casse-tête soit complet, ça prend tous les morceaux. Puis c'est comme ça. Mais des journées comme aujourd'hui, puis avec la politique, ce qu'on cherche à faire, là, c'est que si on s'élève un petit peu, on n'en voit plus de ligne dans le casse-tête. On voit juste une image. C'est de cette image-là qu'on prend soin. C'est de cette image-là qu'on décide à un moment donné à quoi veut ressembler. Puis qu'après ça, chacun des petits morceaux fait sa contribution pour faire en sorte qu'à un moment donné, hop, il y a tranquillement pas vite, il y a une nouvelle image qui se dessine. Puis encore là, quand on s'élève, on ne voit plus les lignes parce qu'on fait juste un dans tout ça. Puis c'est ça qui ressort quand une journée comme aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, je suis un peu comme le capitaine de la politique, là, mais en réalité, vous êtes tous des capitaines de la politique, tu sais. Mais c'est ça qui pour moi, c'est de constater la force que ça peut avoir, cette mobilisation, puis ultimement, cette mobilisation envers un engagement de faire prospérer, puis faire prospérer, oui, faire préférer, puis avancer notre secteur. Puis, c'est sûr que les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, là, on dit innovation, attractivité, entrepreneuriat, jeunesse, bien, c'est à la base, si on veut, là, de la suite. Tu sais, il y en a eu de la jeunesse, puis il y en a eu de l'attractivité, puis il y en a eu de l'innovation depuis le début des temps. Mais quand on s'assoit aujourd'hui, puis on dit, c'est quoi les affaires qui vont être la clé pour qu'il s'en vienne? Oui, c'est d'avoir des gens passionnés qui se lèvent là, tous les matins, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire prospérer les entreprises, puis faire prospérer notre secteur. Mais au-delà de ça, c'est sûr que ça prend un renouvellement. Ça prend, il faut qu'on soit attractif pour attirer les meilleurs. Puis tout ça arrive, il faut qu'on innove, puis qu'on veuille innover. Puis ça, honnêtement, eux autres, ils nous ont manifesté toutes sortes de choses qui sont inspirantes. Puis, tu sais, une affaire, Lisanne, quand tu as dit, tu sais, c'est quelque part, ça vient du cœur ou ça vient dans le dedans, tu sais, bien, c'est souvent ça le moteur. Parce que moi, j'en rencontre, si on parle des agriculteurs sur le terrain, quand ils se lèvent le matin, souvent, ça vient dans le dedans, puis ça vient du cœur. Mais on le retrouve dans toutes les strates un peu de notre chaîne, puis tout ça. Fait que, tu sais, ce qui est important, c'est de valoriser puis de faire la promotion aussi de ce qu'on fait, puis de tous les bons coups qu'on fait. Puis ça, bien, le rayonnement, là, puis la progression de notre secteur, bien, ça passe par chacun de nous autres. On a toute une job à faire
pour faire connaître ce qu'on fait, faire connaître comment notre secteur contribue ultimement, au-delà de nourrir notre société, là, mais contribue à la qualité de vie qu'on a sur le territoire, contribue à la vitalité partout sur notre territoire. C'est une responsabilité qui nous incombe. On a entendu aujourd'hui des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs vraiment dynamiques, puis qui innovent. Puis ce qu'on a entendu, c'est que ça soit parce qu'ils valorisent des résidus agricoles, parce qu'ils veulent aider les gens, au lieu d'être sur des tables à massage, à désherber leurs terres, qu'ils veulent développer des emballages éco-responsables et tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent faire une différence. Ils veulent faire une différence pour les gens, puis ils veulent faire une différence pour l'environnement. Fait que notre secteur, nous, là, de les attirer puis de les fidéliser, les jeunes, partout, bien, c'est notre job, puis c'est notre défi. Ça veut dire qu'il faut saisir leurs intérêts, il faut saisir leurs valeurs, il faut saisir les motivations. Puis on a eu une bonne idée aujourd'hui. Je pense à Maude de Seva, là, je ne sais pas si elle est encore ici, Maude. Là. C'est des messages qu'on a eus aujourd'hui, vers où ça pointe. Il y a de la sagesse, il y a de la santé psychologique, il y a de la santé physique là-dedans. Mais y a-t-il une énergie qui sort de ça? Y a-t-il une vision qui sort de ça? C'est extraordinaire. Hein? Puis ça, bien, faut donner le goût aux jeunes aussi de se lancer en affaires. Puis ça donne le goût à d'autres jeunes de se lancer en affaires. Vous avez une job, vous autres, là. Occupez-vous de vos business, occupez-vous d'intéresser les jeunes, puis de démontrer ce que vous faites. Ce que vous faites ici, là, faites-le ailleurs. Cherchez des opportunités de présenter ce que vous faites parce que c'est inspirant. L'autre chose, quand j'entends parler, moi, comment vous êtes préoccupés par tout ce qui touche l'aspect social, tout ce qui touche l'aspect environnemental, vous avez une conscience plus aiguë qu'on a pu l'avoir dans le passé, que demain, ça se peut que ce soit compliqué, là. Puis qu'on a une opportunité, on a une chance par des gestes qu'on pose à chaque jour, que ça soit un peu moins compliqué que ça va l'être. Puis vous êtes engagés pour aider puis contribuer à ce que ça soit moins compliqué. Fait que c'est sûr que vous nous invitez à faire tout ça, que ce soit par l'écoute des employés, s'entourer d'équipes engagées, déléguer des tâches, dégager du temps pour vos employés, vos familles. Bien, tout ça, ça vise vers un équilibre personnel de nos gens, mais aussi des membres de l'organisation. Fait que, c'est un exemple à suivre. Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, là, je suis certain que, bien, Mme Chicoumi, là, elle disait du temps, je ne sais pas, là, y a-t-il quelqu'un qui m'a demandé la qualité de vie, comment ça fonctionne? Vous avez l'air dans le jus pas mal. Mais ce que j'ai entendu de toutes vous autres, c'est l'importance de l'équilibre. On a conclu cet après-midi en parlant d'innovation, puis honnêtement, c'est tellement un levier de développement. Tu sais, l'innovation, c'est sûr que c'est faire différemment, puis faire différemment, c'est ce que Marc-Antoine a expliqué. Il dit, on est 70 business de transformation alimentaire à l'échelle canadienne, on s'assoit, puis on se parle, puis ils se donnent les meilleurs conseils, puis ils se suivent. Puis on a ça aussi dans le domaine de la technologie au Québec. On a plein de jeunes. Avant, tout le monde dans l'entreprise se voyait comme des compétiteurs. Aujourd'hui, ce qu'on voit, les générations montantes d'entrepreneurs, c'est comme des vases communicants. Même, ils investissent dans l'entreprise de l'autre, puis, tu sais, ils veulent se faire avancer parce qu'ils savent que si tous ensemble, ils donnent le meilleur, tout va s'élever, puis tout va fonctionner. Fait que ça, encore là, ça, c'est de l'innovation. À une autre échelle, moi, de l'innovation, c'est Olivier et Sandrine qui sont à Rimouski, qui ont pâtisserie Olivier et gourmandise. Je ne sais pas s'il y a du monde qui sont de Rimouski, qui sont déjà allés chez Olivier et Sandrine. Mais Olivier et Sandrine, ils étaient installés à la Pocatière, ils ont décidé de déménager leur business. Ils sont tous les deux là-dedans, il y avait un employé. Puis à un moment donné, ils ont décidé d'investir en automatisation. Bien, aujourd'hui, je veux dire, ils ont investi, je ne dirais pas combien, c'est sûr qu'on est venu en soutien de MAPAC avec nos programmes de transformation alimentaire, mais tu sais, ils ont triplé, ils ont quadruplé le chiffre d'affaires, c'est rendu, ils exportent des produits par l'Internet, tu sais, puis c'est une petite entreprise, là, c'est une petite affaire, mais à leur façon, par l'innovation, en voulant, ils ont commencé par faire un, là, même année, ils ont fait 10 assez vite, là, par contre, là, mais fait qu'aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui rayonne, puis dont les propriétaires, bien, vous y rencontrez, ils sont contents de sourire, mais aussi ils ont le sourire parce qu'ils ont des entreprises en santé. Bien, l'innovation, ça donne ça. Tu sais, c'est améliorer nos pratiques agricoles, c'est améliorer nos pratiques d'affaires, c'est être plus efficace, c'est être performant, c'est être plus durable, mais ça veut dire sortir des sentiers battus. Puis sortir des sentiers battus, il y a un bout où ça vient d'en dedans, mais il y a un bout où ça vient des consommateurs. Il faut être à l'écoute des consommateurs. Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, beaucoup, c'est d'être des gens qui sont à l'écoute des consommateurs. Puis ça, c'est au cœur de la politique bioalimentaire. Puis à l'ESSEN, on n'a pas eu de questions là-dessus, là, mais
c'est sûr que la prochaine politique, le consommateur, il va rester au cœur de la politique. Je pense que c'est une bonne direction qu'on se donne en disant on va s'aligner sur le consommateur pour après ça décider comment on fait les choses. Okay? Fait que, écoutez, perspective 2025, actualisation de la politique, on en a parlé brièvement. C'est sûr qu'on va amorcer, on amorce, là, si on veut, la mise à jour de notre prochaine politique bioalimentaire. Puis les perspectives qu'on s'est données, bien aujourd'hui, on a commencé à s'en donner des perspectives qui vont nous permettre de réfléchir, mais après ça, de voir vers où on fait pointer ça. Ça va être quoi nos nouvelles ambitions? C'est sûr que au cours de la prochaine année, parce que 25, ça va venir assez vite, bien, vous allez être interpellés, puis ensemble, on va avoir à réfléchir sur ce grand projet-là. Parce que la politique, moi, je la vois comme une boussole. Ce n'est pas une fin en soi. C'est comme une boussole. Puis après ça, bien, on met des plans d'action là-dedans. Puis après ça, c'est comment on fait vivre ça sur le terrain. C'est ça la clé, c'est comment on la fait vivre sur le terrain. Mais on va avoir ensemble à décider, bien, tu sais, c'est quoi, vers où on veut que ça pointe là, pour les années qui s'en viennent. Fait que je vais vous inviter à participer à cet exercice-là. C'est sûr que j'ai retenu, il y a bien des éléments qu'on va devoir explorer. Tu sais, les secteurs qui sont en émergence, où on va devoir se positionner pour répondre à des nouvelles tendances, les pratiques d'affaires, tu sais, les pratiques d'affaires responsables, le ESG. C'est de plus présent, si on veut, là, au sein des entreprises. L'importance d'innovation, naturellement, pour accroître la compétitivité, mais surtout qu'on doit comprendre que nos prochains défis, il faut les prendre puis les transformer en opportunités de développement. Puis encore là, on a eu des beaux exemples aujourd'hui d'exactement ça, ce que les gens ont fait. Fait que tous ces éléments-là, ça va devoir nous inspirer. Puis, pour piloter ce projet-là, c'est sûr qu'on va s'appuyer sur ce qu'on a commencé ensemble. Puis, c'est sûr que je considère important qu'on poursuive et qu'on continue sur les choses qu'aujourd'hui, sur lesquelles on a des assises solides puis qui sont porteuses pour la suite. Hein. Puis, naturellement, la trame de fond là, de ce développement-là, puis le développement du secteur, c'est sûr que l'autonomie alimentaire durable, bien, c'est sûr que c'est une trame de fond qui donne tout un sens à notre travail, parce que, tu sais, notre rôle essentiel, ultimement, c'est de nourrir le monde, c'est de nourrir du monde, c'est de nourrir notre monde. Fait que c'est sûr que la trame, tu sais, de l'autonomie alimentaire, puis ce qu'elle induit, c'est sûr que on s'en va là. Puis, je vous le rappelle, les 4 paliers, bien, c'est favoriser l'achat local, c'est accroître l'offre québécoise, c'est renforcer la chaîne d'approvisionnement, puis c'est accélérer le virage écologique. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'à travers ce qu'on se donne, qu'on va mettre en place comme politique, bien, il faut qu'ultimement, nos efforts donnent des résultats concrets. Hein? Puis, des résultats concrets pour notre secteur, nos entreprises, mais aussi des résultats concrets qui soutiennent moi, le ministre, ou le prochain, ou la prochaine ministre, à un moment donné, quand c'est le temps de se présenter devant le premier ministre, puis le ministre des Finances, puis dire « Hey, on a besoin de votre soutien. » Fait que plus on est organisé, là, puis plus on mesure ce qu'on fait, puis qu'ultimement, bien, si on travaille bien, bien, on va avoir des bons résultats quand on va se comparer à d'autres, bien plus on a du jus pour être capable de s'asseoir, puis d'avoir, des fois, moi, je vise toujours à essayer d'en avoir plus que mes collègues. Tu sais, mettons que je dis la tarte est grosse de même, puis on est 26, bien moi, j'aime ça avoir un petit peu plus gros un morceau de la tarte que les autres. Mais je les aime toutes, mes collègues. Mais j'aime ça qu'on aille un petit peu plus pour nous autres. Puis ça, c'est tout ensemble qu'on peut réussir à réaliser ça. Puis, on l'a vu aujourd'hui avec les résultats du baromètre, puis le rapport Nielsen, des résultats concrets, il y en a. Bon, d'abord, là, c'est sûr qu'on écoute le baromètre des consommateurs, des consommateurs de l'équipe, d'ailleurs, qui fait un travail magnifique chez Cyrano. Puis après ça, on écoute Francis. Moi, j'ai eu droit à ça, j'ai eu les documents il y a un petit bout de temps. Puis à un moment donné, j'ai lu ça, j'ai dit « Oh boy! » Tu sais, ils vendent pas à peu près. Tu sais. Ben, en même temps, ils vendent partout. Fait que, je veux dire, c'est pas spécial pour le Québec, là, tu sais, ils vendent partout. Fait que ça, c'est une chose, OK? Puis, à travers tout ça, là, si on regarde comme il faut ce qu'ils nous ont présenté ce matin, là, tu sais, il y en a des bonnes nouvelles. Tu sais, puis, juste les chiffres que Francis a donnés. Tu sais, en 2022, il y avait une inquiétude. Les gens voyaient l'inflation, tout ça, puis ils disaient, écoute, il y en a qui vont s'en aller, puis ils sont virés, ils vont s'en aller vers les magasins escomptes. Ben oui, c'est arrivé, puis c'est en train d'arriver. OK? Mais à travers tout ça, quand même, tu sais, une bonne nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on s'est aperçu qu'on a 163 de nos transformateurs, de plus qu'il y a 2 ans, qui sont dans les bannières escomptes.
Bien, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que non seulement il y a du monde qui pousse pour aller sur ces marchés-là, mais ça veut dire qu'on a nos grands détaillants qui sont ici sur le territoire, qui leur font de la place. Il y a une transaction qui se passe là. Fait que si c'est possible de le faire pour 163, bien, les gens de la distribution, là, de détail sont ici, là, bien, ça va être possible de le faire pour plus aussi. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre chose aussi, c'est ce qu'on a remarqué que les manufacturiers québécois, bien, ils ont augmenté leur présence en chiffres sur les marchés de détail. C'est 154 manufacturiers de plus qui sont dans les marchés de détail. Puis ça, c'est les gros marchés qui sont mesurés, là. Je veux dire, Francis, c'est une bonne étude, son affaire, là, c'est parfait, mais en même temps, c'est ceux qui ne sont pas équipés pour aller collecter l'information partout dans tous les autres canaux de distribution, puis tout ça. Mais il reste que chez les grands détaillants, bien, on a 154 manufacturiers de plus qui sont présents. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle aussi, bien, on a appris que de 0 à 20, nos entreprises, de 0 à 20 %, nos plus grandes entreprises, eux autres, ils la mangent plus difficile un petit peu. C'est plus compliqué. Mais à travers tout ça, ce qu'on a appris, c'est que nos entreprises de 20 à 50 puis de 50 à 100, bien, je veux dire, sont en croissance de 11, sont en croissance de 12 par rapport à 2021. Puis dans le dernier Nielsen, c'est quoi qu'on avait appris, toutes ces entreprises-là? C'est qu'ils surperformaient les entreprises, les produits qui venaient de l'extérieur du Québec par 25 %. S'il y avait une croissance de 8 pour les produits de l'extérieur du Québec, au Québec, on croissait de 10. Fait que ce qu'on a cette année, bien, c'est conséquent avec ce qui se passait. Bien, moi, j'ai une bonne nouvelle là-dedans. C'est-à-dire qu'encore là, on fait des bonnes choses, on fait des bons produits, puis aussi, moi, je le ramène tout le temps, l'importance, tu sais, de différencier nos produits. Tu sais, les gens qu'on a entendus, toute la gang qui sont venus aujourd'hui, là, il y a toute une histoire en arrière de ces produits-là. Tu sais, ce n'est pas un produit anonyme là, qu'on essaye de vendre. Non, non, il y a une histoire, puis maintenant, il y a une valeur qui est attachée à ces produits-là. Bien, si tu as une histoire, puis il y a une valeur attachée à ton produit, tu as plus de chances, quand tu fais tempête, de tenir la route. Puis quand il y a un grand vent qui se lève, puis tu as le vent dans le dos, puis tu as une grande voile, tu as encore plus de chances de prendre la vitesse puis d'avoir du succès. Ça, c'est important. L'autre chose aussi, moi, qui m'a intéressé, ils disent les habitudes des consommateurs là, sont toutes revenues comme avant la pandémie. Là, vers la restauration, vers le fait que maintenant, les gens, c'est plus nécessairement le plaisir de cuisiner, mais c'est 57 %, c'est parce qu'il faut manger si on veut continuer à vivre, puis tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui s'est passé au niveau de l'achat en ligne, ça reste. C'est sûr qu'au Québec, on traîne la patte, comparativement au reste du Canada. Francis a expliqué un peu des raisons pourquoi. Puis ce qui sort de ça, bien, c'est que dans ceux qui achètent en ligne, quelle place qu'on voit, les marques québécoises, ils se performent très bien, ils sont très présentes. Bien, fait que c'est sûr que quand je regarde nos détaillants ici, quand je regarde tout le monde, bien, il y a un vecteur de croissance qui est là, il y a un message qui nous est envoyé. Tu sais, on fait moins d'achats en ligne, mais quand il y en a qui se fait, bien, les produits québécois sont vraiment priorisés. Bien, ça nous donne, encore là, moi, je vois du positif là-dedans. Puis aussi, honnêtement, moi, je regarde l'évolution depuis que je suis en poste, là, les liens qu'on a, comment nos grands détaillants aujourd'hui sont impliqués, sont plus sensibles à leur place puis à leur importance dans tout notre réseau. Parce que c'est sûr, on peut produire puis on peut transformer, mais on le sait. Tu sais, la clé de tout ça, ultimement, c'est le détail. Il faut que ça se rende chez le consommateur. Puis, ce qu'on a observé, puis ce qu'on a observé aussi avec la pandémie, moi, j'ai été dans l'alimentation, j'ai eu des supermarchés, moi, dans 3, 4, 5 vies passées, là. Mais je regarde les efforts qui sont faits, je regarde le désir, tu sais, de nos grands détaillants, ultimement, de s'intéresser, puis de valoriser, de trouver des solutions, faire de la place pour les produits québécois, puis accompagner nos entrepreneurs, on le voit. Puis moi, je vous ai, à ma façon, pour vous accompagner, pour accroître, tu sais, vos opportunités sur les marchés, bien, j'ai tissé, tu sais, depuis que je suis en poste, tu sais, des liens avec Sobeys, des liens avec Metro, des liens avec Walmart, des liens avec Costco Canada. Puis là, bien, il y a une rencontre, là, Mme Héroux est ici, là, de l'Oblast. Ça n'avait pas donné jusqu'à maintenant qu'on se rencontre, mais il y a une rencontre qui est en préparation pour qu'on puisse s'asseoir avec les gens de l'Oblast, puis qu'on jase de toutes ces choses-là. Fait que ça, pour moi, c'est très positif. Puis il y a une chose qui est positive aussi, c'est comment on apprend que 73 % des Québécois, quand ils voient le logo Aliments du Québec, là, tu sais, ils ont
grande confiance. Puis pour eux autres, c'est positif, puis ça leur donne une impulsion d'achat à Aliments du Québec. Bien, ça, c'est positif. Regardez ce qui s'est fait depuis les dernières années avec Aliments du Québec. Je vous le disais un matin, on a augmenté de 25 les adhérents, on est rendu à 26 000 produits, puis on se fait dire qu'il y a 73 des Québécois qui ont une très grande confiance dans la marque Aliments du Québec. C'est un signal pour dire qu'il faut continuer ça. Puis après ça, parmi ceux-là, il y a un tiers des Québécois qui disent « Over my dead body, moi, je vais acheter les Aliments du Québec. » Bien, moi, c'est un noyau dur, puis que j'aime ça, qu'on ait un noyau dur comme ça. Fait que ça, encore là, tu sais, on peut sortir ébranlé un peu des présentations qu'on a eues ce matin. Tu sais, je pense un peu au niveau du baromètre, tu sais, qu'on dit produits biologiques. On a vu ça. Je vois Daniel Dubuc, je vois les gens qui sont là. Tu sais, ça se reflète-tu ultimement dans le geste d'achat partout? Tu sais, c'est des choses qui peuvent être discutées. C'est sûr que ça amène des défis. Puis le défi qu'il y a, c'est l'explication, l'information, l'éducation. Puis ce qu'on a appris un matin, c'est que plus les gens sont informés puis éduqués, plus ils font confiance. Puis moins les gens sont informés puis éduqués, moins ils font confiance. C'est quoi le signal que ça nous envoie? Continuer puis augmenter l'éducation puis de tendre la main aux consommateurs. Puis moi, depuis que je suis en poste, je fais un peu une obsession. Comment on peut faire pour tout le temps rapprocher ceux-là qui produisent, ceux-là qui consomment? Puis plus ceux-là qui consomment vont comprendre la réalité de ceux qui produisent, puis plus ceux-là qui produisent comprennent ce que ceux-là qui consomment ont besoin, bien, tu ne peux pas avoir un meilleur match que ça, ultimement après ça, pour propulser notre secteur. Fait que moi, vous savez, on va continuer à travailler et à renforcer ce lien de confiance-là, cette conscience-là entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. On n'a pas le choix, il faut le faire. Puis, à travers les défis qu'on a, là, comme je vous dis, c'est sûr qu'on voit ces présentations-là, on se dit, écoute, ça nous ébranle. Mais tiens, on a 3 choses qu'on peut faire. On peut être découragé. On prend une petite bière, on s'en va chez nous, puis on se dit, écoute, c'est comme ça, on ne peut rien faire. On peut décider qu'on fait comme si ça n'existait pas. Ah bien, on peut prendre acte de ça. On peut voir qu'est-ce qui est dans notre pouvoir pour qu'on change ça. Qu'est-ce qu'on pourrait influencer pour qu'ultimement, qu'on ait du pouvoir pour changer ça? Puis on se tape dans les mains, puis on s'investit. Bien, c'est ça que vous faites. C'est ça qu'on a entendu aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui sont venus en avant nous parler de 2 affaires. C'est ça qu'on va faire. Fait que, tu sais, c'est pas de dire c'est épouvantable ce qui arrive, puis qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur. C'est pas de dire, bien écoute, tout est beau, tout va bien. Non, non. On prend acte de ça. Puis le constat qu'on fait ici, là, ailleurs dans le monde, il y a bien des places, je suis certain qu'ils peuvent faire le même constat. Fait que nous autres, on a le véhicule. On a le véhicule pour se regarder, s'en parler, se donner une tape dans le dos, s'encourager, puis après ça, se focusser, puis continuer à faire ce qu'on fait tout le temps. On se lève le matin de bonne heure, puis on met le meilleur de nous autres pour être les meilleurs. Fait que moi, honnêtement, là, c'est sûr qu'il y a des défis, mais notre jeu dans le passé, vous l'avez connu, puis on va en connaître encore, mais honnêtement, on a tout pour être mobilisés, puis de faire face à ces défis-là. Fait que moi, le premier ministre m'a offert l'opportunité de continuer, de poursuivre le travail avec vous, puis à travers tout ça, rapidement, moi, j'ai 3 grandes priorités qui vont guider nos actions pour les 3 prochaines années. La première, c'est sûr que c'est investir pour l'autonomie alimentaire puis la productivité. Tu sais, M. Sirois nous a parlé comment il était bon au Québec, tout ça, là. Mais il reste une chose, qu'en termes de productivité de nos entreprises, là, on n'est pas si bon que ça. Tu sais, on a des croûtes à manger quand on se compare avec notre voisin ontarien. Mon premier ministre aime bien ça, mais quand on se compare avec le reste du Canada, on a du travail à faire. Puis, une chose qui est sûre aussi, c'est que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, puis ce n'est pas passager la rareté de main-d'œuvre, regardez les courbes démographiques, je veux dire, on en a pour bien des années. Fait qu'encore là, le retard de productivité qu'on a dans un contexte qu'on a des enjeux de main-d'œuvre, je veux dire, si on ne donne pas à claque pour des années à venir, je veux dire, ça va être difficile. Mais on regarde ce qui s'est fait en termes d'investissement. Les investissements, ce n'est pas juste dire c'est de l'argent qui s'est investi. Encore là, comme je disais ce matin, c'est la motivation qui est en arrière de ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en faisant ces investissements-là? Fait que ça va en bonne place, puis on va continuer d'accompagner, puis on va continuer d'appuyer le secteur pour poursuivre sa croissance. C'est les marchés d'ici, c'est les marchés extérieurs. Puis ça veut dire, c'est sûr, tu sais, les filières, on a déjà parlé, tu sais, les filières à potentiel, ça veut dire les circuits courts, ça veut dire l'agrotourisme, ça veut dire tous les volets qui, ultimement, ont un impact sur le lien avec le consommateur, puis après ça, la diffusion de nos produits, bien, on va continuer
à chercher à appuyer ça. Puis je parlais des exportations. Je suis allé au Japon, puis un affaire qui m'a frappé, oui, on a la filière porcine, puis oui, on a le secteur de l'érable qui s'en vont sur des marchés à des milliers de kilomètres de chez nous. Hey, je rencontre des entreprises, là, ils font des breuvages. J'ai Mme Caméline, Chantal Van Winden, avec son produit. Puis, tu sais, il y a des petites, des moyennes. Ils décident qu'ils s'en vont partout dans le monde. J'ai rencontré des jeunes qui viennent des îles de la Madeleine. Eux autres, ça va être des huîtres. Ils n'ont pas encore les huîtres. Mais ils sont au Japon en train de se demander comment ils vont se placer, comment ils vont organiser ça. Ça, c'est extraordinaire. On va continuer à appuyer ça. L'autre chose, deuxième objectif, on va intensifier les pratiques durables puis notre réponse au changement climatique. Tu sais, on a entendu parler beaucoup, on le voit, les préoccupations. Dong, en haut, pratiques durables, dong, changement climatique. Tu sais, c'est vos priorités ici. Bien, si c'est votre priorité ici, imaginez dans la société en général, si ce n'est pas une priorité des gens. Fait que déjà, il y a des efforts importants qu'on fait, puis la plus grande réussite qu'on a, c'est comment on est mobilisé par rapport à améliorer puis accélérer notre virage écologique. Fait que c'est sûr qu'on va continuer, puis on veut l'accélérer encore plus, autant du côté de nos pratiques environnementales, nos pratiques environnementales, mais aussi toute la question des GES pour faire en sorte qu'on améliore de façon très importante notre bilan, puis ça, c'est essentiel. Puis, troisième priorité, bien, c'est vraiment la question de valoriser notre territoire agricole, puis aussi valoriser nos entrepreneurs dans le bioalimentaire. C'est sûr que protéger nos terres agricoles, bien, c'est une grande priorité, c'est une très grande priorité, c'est une surface qui est limitée. Aujourd'hui, on est 8,6 millions ou 0,8 qu'on a appris. Dans 20 ans, 50 ans, 60 ans, on va en avoir plus, normalement, le monde ici au Québec. Là. Fait qu'il faut en prendre soin. Puis, je vais vous inviter à réfléchir encore là prochainement, vous mettre à profit pour qu'ensemble, on réfléchisse sur la protection de nos terres agricoles puis sur la valorisation aussi de nos terres agricoles. Puis, prendre soin de nos terres agricoles aussi. Pourquoi? Aussi, il faut prendre soin de notre relève agricole. Ça aussi, c'est une très, très grande priorité parce qu'ultimement, bien, notre jeunesse, ceux-là qui viennent en eux autres, eux autres vont continuer ça, puis eux autres vont continuer de développer, puis de travailler à nous faire manger. Fait qu'il faut être là, il faut s'assurer qu'on les attire, qu'on les garde, qu'on en prend soin, qu'on les motive. C'est toutes des choses qu'on a discutées aujourd'hui. Alors, on a vraiment du beau travail. En avant nous autres, on a des beaux défis, puis il en reste vraiment encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est sûr qu'on partage une ambition, puis on l'a vu encore aujourd'hui de façon éloquente, tu sais, l'ambition de faire du bioalimentaire vraiment un secteur qui est prospère, puis un secteur où on va innover. Terminant encore, bien, j'ai volontairement gardé, tu sais, pour la fin, mes remerciements pour vous tous, les partenaires, parce que c'est ça, vous êtes tous des partenaires de cette aventure-là qui est la politique bioalimentaire. Vous êtes tous impliqués dans vos business, dans vos organisations chaque jour, mais maintenant, vous prenez du temps dans votre tête, vous prenez du temps dans votre temps pour vous élever un peu, puis être partenaire dans cet exercice-là, dans cette grande boussole-là collective qu'on met en place. Fait que je veux vous remercier de votre implication, de votre engagement. Puis moi, honnêtement, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je travaille avec vous autres, puis c'est un plaisir renouvelé de vous rencontrer, chacun, souvent dans toutes sortes d'occasions, que ce soit avec mes rencontres avec toutes les différentes filières, les différents groupes, mais c'est vraiment un plaisir. Puis plus que jamais, aujourd'hui, bien, on a vu un angle encore qui met en lumière le savoir-faire, le sens de l'innovation, puis surtout notre capacité à relever nos manches devant les défis qui se présentent à nous. Marc-Antoine nous a donné un mot, il s'est aperçu que chaque fois qu'il allait chercher un client de plus, ça coûtait de plus en plus cher. Fait qu'il s'est aperçu que le mur se rapprochait. Il fallait qu'il change les affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé ses manches. Lisanne a fait la même affaire. C'est ça le moteur. Fait que moi, c'est sûr que je vais partir d'ici, très inspiré, beaucoup d'idées, puis surtout, vraiment beaucoup d'énergie pour poursuivre le travail. Une chose qui est sûre, c'est que le Québec, bien, il est riche de cette autonomie alimentaire-là durable qui ne cesse pas de croître, puis qui va continuer de croître avec notre impulsion. Puis ensemble, bien, soyons fiers, puis continuons d'alimenter l'économie durable du Québec. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite la santé, du bonheur, puis du succès dans vos vies. Merci d'être là. Bonne journée!